avoir un doctorat, c'est un gage de capacité à restituer ce qu'on a appris. Mais le problème, c'est que nos intellectuels africains, ils sont inopérants parce que c'est juste des gens qui restituent les cours qu'ils ont appris, mais ce pas des gens qui ont compris comment fonctionne le monde. C'est-à-dire que ces docteurs n'ont pas la méthodologie qu'ils appliquaient quand ils faisaient leur thèse. Ils pensent que c'était uniquement valable pour la thèse, mais en sortie de là, ça ne marche plus. C'est un peu comme on a sur l'habitude de voir ici les gens qui ont pourtant un niveau universitaire, donc qui savent comment on traite un sujet. Hein. Donc, on argumente en énonçant des prémices et les prémices doivent effectivement avoir une relation avec la conclusion qu'on essaie de tirer, quoi. Il ne faut pas faire du non séquitur. C'est-à-dire, tu conclus qu'aujourd'hui il a fait beau, demain il a fait beau, la semaine prochaine, je vais gagner l'euro million. Ça n'a aucun sens. C'est du non séquitur. Tu as mis un prémisse, aujourd'hui il a fait beau, deuxième prémisse, demain il va faire beau, et la semaine prochaine je vais gagner le loto. Comment tu fais le lien entre les deux? Il n'y a pas de lien. Donc il y a une rupture de corrélation. Et eux, ils n'ont pas de problème avec ça dans la vraie vie. C'est pour ça que tu vas les voir, ils sont hors sujet volontairement dans un live. Et il te dit, bah, c'est normal, il fait ce qu'il veut. Ben, mec, tu crois qu'on t'a appris la dissertation, pourquoi? C'était une façon de te dire, quand on défend un sujet, voilà comment il faut défendre ton sujet. C'est un cadre de défense de sujet. Ça veut dire que si tout le monde appliquait les méthodologies de la dissertation, nos débats seraient plus audibles et plus agréables. Il n'y aurait pas d'insultes. Je ne connais pas un cours de dissertation où on t'explique que parce que le sujet, c'est le professeur qui te l'a donné, tu peux l'insulter dans la rédaction. Tu auras zéro et tu seras traduit en conseil de discipline. Alors pourquoi tu vas dans un live le faire? Donc il y a vraiment ce côté-là. C'est pour ça que je te dis, une fois qu'ils sortent de la classe, quand ils abordent des questions comme le test de QI, parce que voilà, bon, bah, ils abordent ça avec leur même façon d'aborder les débats en croyant que leur volonté peut se substituer à la réalité. Et ça donne des QI à 30. Voilà. Ça explique aussi pourquoi je vous ai dit, hein, c'est assez logique quand tu vois les QI que tu as noiris, de te rendre compte que quand tu vas dans une toilette publique, il n'y en a pas un qui sait viser le trou. Parce que les toilettes publiques au Cameroun, la plupart du temps, c'est des toilettes turques. Tu ne vas pas prendre les risques de mettre des toilettes modernes en sachant qu'il y a un risque qu'on coupe l'eau et donc ça pose quelques problèmes. Donc les toilettes publiques dans les écoles, c'était la plupart du temps des toilettes turques. Mais les mecs, ils ne savaient pas viser le trou, les mecs. Ils ne savaient pas viser le trou. Ah, c'est normal quand tu as un QI de 30. Tu as un C'était rectangle affreux. comme ça, Ça se trouvait tu sur les n'arrives pas à pieds et viser, tout quoi. ça. Ça se trouvait Hein? sur les pieds et tout ça, là. Ça se Je trouvait te sur jure, les pieds et tout partout. C'était c'est oh, c'était hallucinant. affreux. C'était C'est affreux, ça. hallucinant. C'était affreux. C'est hallucinant. En fait, c'est clairement des questions de logique. C'est clairement des questions de logique. Tu as un partenaire qui était censé protéger le fameux Kadhafi dans les années 80, qui l'abandonne alors que les Américains veulent le pilonner, c'est-à-dire les Russes vont se balader en haute mer. Vous pensez qu'en 2025, Poutine va vous aider. Et les gars, ils n'ont aucun rapport à l'histoire. Du moins, quand ils essaient d'avoir un rapport à l'histoire, ils sélectionnent ce qui leur plaît. Exact. Ils laissent les faits. Or, les faits sont là. Quand l'Arménie a fait face à l'Azerbaïdjan, on a vu la Russie abandonner l'Arménie, alors qu'ils ont une base militaire et un accord de défense avec l'Arménie. La 102e base militaire russe se trouve en Arménie. C'est une très grande base avec 3 bataillons, je pense, ou bien 3 divisions armées. Ils n'ont rien fait. Poutine s'est proposé d'être médiateur. Et au contraire, il a préféré traiter avec l'Azerbaïdjan, abandonnant son partenaire. Donc, les gars comme ça, ils s'imaginent que, oui, on va s'aligner derrière les BRICS, et les BRICS vont nous aider à combattre les Occidentaux, l'AES sera une puissance grâce aux BRICS. Mais attends, dans les mêmes BRICS, tu as l'Arabie Saoudite, qui est ennemie à l'Iran. Dans les mêmes BRICS. Donc, un groupe tellement hétérogène. Donc, ils sont incapables d'aller au bout de la logique, et ils sont beaucoup plus dans le militantisme, nos amis panafricanistes. Je vois même Et chez eux, on leur a expliqué que le militantisme, ça dispense de la compétence. Pour eux, être militant, c'est suffisant. Je suis militant, je n'ai pas besoin d'être compétent dans le domaine, point barre. Voilà, je suis militant. C'est déjà pas mal, quoi. Voilà, je ne vais pas me casser les couilles. Je suis militant, c'est déjà bien. non, on n'a qu'à Je vais parler un peu et puis vous dire au revoir, j'ai sommeil. Ouais, vas-y, dame. Demain, c'est le week-end, c'est pour ça qu'on est toujours là. Et sinon, depuis, on dormait. Bon, moi, je sais qu'on est 146 connectés. Parmi les 146, là, je sais qu'il y a les Burkinabés Ouaïens là en bas, même s'ils sont pas, ils sont en bas, ils nous écoutent. Moi, c'est à eux que je voulais m'adresser. Parce que comme j'ai vu l'image, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Donc, moi, je vais mettre l'accent sur l'image. Moi, je voudrais leur dire, c'est Ouaïens, ceux qui suivent les suiveurs de IB là.
ils n'ont qu'à, d'ailleurs même là, eux, ils savent pas ils n'ont qu'à continuer à fuir les terreaux, hein, et à fabriquer des Facebook, et puis fuir la réalité. La vérité va vous rattraper. Les terreaux. La vérité va vous Les rattraper. terreaux vont leur faire lire l'heure. Non, la vérité va les rattraper. Et il sera en retard plus de 30 ans pendant que les autres sont en train de... Vous avez vu la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire s'en va 100 à 100 à l'heure. La Côte d'Ivoire est en train de partir. Vous êtes là en train de mentir, de passer le temps devant vos choses, des vidéos toute la journée en train de mentir, en train de cacher la vérité, en train de vous mentir vous-même. Parce que vous mentez vous-même, et nous on s'en fout, nous on n'est pas là-bas. Hein. Vous qui êtes là, vous mentez à vous-même, ça va vous rattraper. Et puis ce que je vais dire, c'est vous, parce que Ibé lui me coupait ça, vous, je vous envoie aller dire à Ibé, les moyens de Ibé là. Ibé en 2022 là, Ibé dit que ça c'est en 6 mois. Lui va en 6 mois. C'est ce qu'il a dit quand il venait en 2022. En 2023, là, il dit la guerre sera de haute intensité. Ça, c'est en 2023. Que la guerre de haute intensité va commencer. Ça, c'est en 2023. En 2024, il dit que ça serait la fin en 2025. Tout ça, là, c'est son programme qu'il donnait. En 2025, il nous dit que la guerre va monter en intensité et ça ne va pas durer. Super menteur, ce Ibé là. Vous ne voyez pas les Wahinians là, vous ne voyez pas un peu. Il est en train de vous manipuler. Il est en train de manipuler. En fait, le problème est qu'il est en train un petit capitaine qui manipule tout un peuple. Quand moi je vois ces gars-là qui montent, ils montent, surtout ceux qui ne sont pas du Burkina, qui veulent libérer l'Afrique. Il n'a même pas pu libérer même les villes du Burkina qui ont été conquises par les terroristes là. Il ne peut pas libérer l'Afrique. Il n'a qu'à libérer d'abord son pays. Son pays est à genoux actuellement. Là. Le Burkina est à genoux. Quand moi je les vois, ils me font rire, quoi. Ça me fait pitié en même temps. Je n'ai pas la haine envers eux. Moi, ils me font pitié. Parce que quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu regardes le développement de la Côte d'Ivoire, et puis tu regardes le Burkina, et puis tu vois que c'est eux qui ont la grande gueule, ils font des vidéos et puis ils attaquent la Côte d'Ivoire. C'est que je voulais les faire savoir là. Le RHDP, Alassane a construit, en 14 ans, Alassane a construit 600 écoles. 600 écoles primaires en 14 ans. 114 collèges de proximité, hein, 11 hôpitaux généraux, ce qu'Alassane a fait. Et puis cette université, 300 centres de santé, c'est ce qu'il a fait en 14 ans. Pour ne pas dire en 15 ans, en 14 ans. Et votre Ibé là, il est là, ça fait 3 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train d'inaugurer les usines de tomates, je sais pas, les usines de tomates, je sais pas, c'est la tomate, il est en train de se donner le titre de Ibé Cacao. Il est en train de planter les cacao. Je sais pas. En fait, ça me fait rire, quoi. Je suis montée pour parler de ça un peu, pour pouvoir dormir. Parce qu'il faut qu'on en parle. Ça fait tellement pitié. Parce que voir des gens qui suivent Ibé, et puis tu parles, ils montent dans les commentaires en train de t'insulter. Vous êtes pitié, quoi. Vous faites pitié même. Dans tout ça, là même, là, c'est la pauvre population qui en pâtisse, quoi. La misère, la famine, on voit les déplacés de guerre, là, ils sont en train de râler. Ceux qui n'ont pas de parents en ville, là, ils dorment à la belle étoile. On voit ça. Mais Ibé, je ne parle jamais de ça. Il n'a jamais pris son micro pour parler de ça. C'est la propagande, le populisme. Non. Ouais, tout à fait, oui. Moi, je me dis que les vrais soldats tombent au front, hein, pendant que ceux qui sont en train de se gonfler à Ouaga, là, ils vivent la belle vie dans les capitales. Les militaires gonflés qui sont là, en fait, je me demande, est-ce que mentalement, est-ce que le Burkinabé n'est pas déréglé? Est-ce qu'ils ne sont pas déréglés même? Parce que moi, je ne peux pas comprendre, un peu être mouton comme ça, et puis vous prenez votre téléphone, vous asseyez, devant vos caméras, vous insultez la Côte d'Ivoire, nous, on est des moutons. Nous, on est des moutons, mais nous, on évolue, hein. On est des moutons pendant que nous, on a fini à être tout ce que vous êtes en train de faire là. Nous, c'est dans les métros maintenant, on va dans les métros. Venez à Abidjan aujourd'hui, venez voir comment est la Côte d'Ivoire, venez voir combien de goudrons, combien les routes sont bitumées. Tout est électrifié, même les villages sont électrifiés. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu viens en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment, toi-même, tu sais que tu es dans un pays. Mais vous êtes dans la misère, dans la poussière. Bon, moi, je vais m'arrêter là, et puis bon, vraiment. En tout cas, je suis abonné à vous, je vais souvent monter. Les week-ends, comme ça, je vais monter, et puis bon. Merci beaucoup, madame, pour votre passage. Hein. Merci beaucoup. Et puis, Ibrahim Traoré, c'est le petit frère de Satan. Hein. Restez là, c'est le petit frère de tout ce que Satan fait là. C'est ce que Ibrahim Traoré fait. Amen.
Ok, merci beaucoup, merci. Bon week-end à vous. Bon week-end. Arabis. Arabis. Son micro est coupé. Ouais, je suis C'est là. sûr. Ouais, Oui, tu avais quelque chose à dire tout à l'heure. ouais, d'abord, merci pour le live. C'est la première fois que j'entends quelque chose de vraiment un peu différent de ce que j'ai l'habitude de voir et d'entendre sur les réseaux sociaux et aussi avec les amis africains. Je suis ivoirien d'origine. Euh, bon, je ne sais pas vraiment, ça c'est comme j'ai dit, c'est la première fois. Je ne sais pas sur quelle base ce sujet-là est basé. Est-ce qu'il y a des sources où nous pouvons vérifier? Parce que moi, je vais apprendre aussi, vous comprenez, parce que Est-ce que tu as essayé de chercher par toi-même? oui, j'ai essayé de chercher par moi-même, mais j'ai pas trouvé de source qui parle autrement du progrès de Ibrahim au Burkina Faso. Et Comment ça, aussi, je comprends pas. pardon, T'as pas trouvé quoi? j'ai pas trouvé de source. Oh, allô? Ouais. Je suis désolé, s'il vous plaît. J'ai manipulé mon téléphone. Non. Je n'ai pas trouvé de source qui parlait autrement d'Ibrahim Traoré. Quand nous vérifions les sources ici, quand nous lisons les articles, c'est que le Burkina avance, le Burkina sort de la France-Afrique, le Burkina s'est allié avec le Mali et le Niger. Ils ont créé leur alliance, tout ça, un truc comme ça. Ils sortent de la CEDEAO. Toutes ces nouvelles-là. Donc, c'est la première fois que moi, j'entends quelque chose qui contredit les vagues d'informations que nous recevons sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle, comme je dis, je viens aussi pour apprendre et j'aimerais savoir sur quelle base vous vous basez sur quoi pour essayer de parler de ce genre de trucs. Est-ce que ce sont des informations que nous pouvons vérifier? Oui, Arabis, toi, tu dis que tu t'informes sur les réseaux et c'est ça le problème, en fait. Le problème commence là, parce que sur les réseaux, chacun peut créer du contenu et balancer sans aucun contrôle, sans, sans respecter les principes même du traitement et de diffusion de l'information, tu vois. Donc là, ça devient compliqué et plus facilement, tu peux être sujet à la manipulation et puis à la propagande mensongère. Il faut déjà sélectionner ses sources, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut confronter les sources. Si tu as une information X dans une source Y, il faut aller chercher dans une source Z, M, N, T pour voir si en confrontant l'information, tu retrouves des analyses qui sont aussi pertinentes et vont quand même dans le même sens. Maintenant, quel est l'élément sur lequel Serge est revenu et que tu aimerais vérifier concrètement? Bon, il y a la dame qui vient de descendre du live là, Aidia, je sais pas si je reconnais vraiment son nom. Elle insinuait des propos sur l'avancement du Burkina Faso en ce moment et le travail que mène Ibrahim Traoré. Et elle a aussi essayé de parler un peu de l'état économique actuel de la Côte d'Ivoire. Et il y a le grand frère aussi à qui ce live-là appartient, qui a mis ce live-là en place aussi, qui parlait un peu j'ai entendu ces propos où il y a quelqu'un qui disait comme ça qu'il faut recoloniser l'Afrique, un truc comme ça. Je sais pas si je me trompe. Si je me trompe, s'il vous plaît, mettez-moi sur la bonne voie. Ok, une chose à la fois. Une chose à la fois. Tu as commencé par évoquer la question relative à l'avancée économique du Burkina. Oui. Oui, ça c'est la première chose que tu as soulevée. Pour toi, qu'est-ce qui a avancé? Commençons par là. Selon les informations que tu as pu recevoir dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qui a avancé? Bon, pour moi, d'abord sur les réseaux sociaux, je vois d'abord que il y avait d'abord l'emprise de l'armée française, qui est une armée étrangère sur le territoire burkinabé. Oui. Et le fait que nous avons essayé, nous avons d'abord par exemple le capitaine Ibrahim Traoré a fait de sorte que cette emprise, le Burkina se libère de cette emprise. D'abord, c'est quelque chose de bien. Ça, c'est un. Non, on y va pas à pas. J'ai une question. Quand est-ce que l'armée française est arrivée au Burkina Faso?
L'armée française est arrivée au Burkina Faso avant, je ne connais pas la date exacte, mais je sais que c'est avant que le Burkina soit envahi par les terroristes. Ok, je crois que c'est en 2008, le début de l'opération Sabre. Oui. Donc, ça suppose que avant 2008, le Burkina était bien, n'est-ce pas? Donc, en 2008, quand les Français sont arrivés, les problèmes ont commencé, ou bien le Burkina s'est à nouveau effondré. Parce que c'est la France qui, selon toi, pose problème. C'est la présence de l'armée française qui pose problème. C'est bien ça, si je comprends bien. Non, le Burkina, bon, chez moi, le Burkina n'a pas été Non, bien. si on est d'accord que l'armée française posait problème, ça veut dire qu'à partir de 2000, c'est à partir de 2008 que les problèmes du Burkina ont commencé. Non, j'ai pas dit que c'est à partir de 2008. Je peux dire les problèmes ont commencé même. Le problème africain, c'est un problème qui a commencé depuis même avant l'indépendance de 1960 de la majorité des pays africains de l'Ouest. Vous comprenez? Ok, j'ai une question. Sais-tu que l'armée française avait une base à Bobo-Dioulasso et que Maurice Yameyogo avait demandé le départ de cette armée française-là? Je ne suis pas au courant de ça. D'accord. Donc, c'est pas la première fois qu'un président demande le départ de l'armée française en Afrique. C'est pas la première fois. Et l'armée française s'était exécutée. On est là dans les années 1960. Donc, le fait que IB demande à l'armée française de partir et qu'elle parte, c'est juste la manifestation de ce que le Burkina est souverain comme il a toujours été souverain. Donc, c'est tout à fait naturel. C'est de l'avis du droit international public. C'est de l'avis de la coopération. Donc, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Ce n'est pas une réalisation politique. Ce n'est pas une avancée sur le plan du développement. Donc, je ne peux pas citer ça. Tout président peut demander à l'armée française ou américaine de partir au Tchad. Le bébé Maréchal a demandé aux Américains de partir. Ils sont partis. Donc, tu ne peux pas venir nous citer ça comme une avancée notable ou quelque chose de particulier. Ça c'était déjà arrivé avant au Burkina. Blaise Compaoré aurait pu demander aux Français de partir, serait parti. Il faut qu'on soit d'accord. Damibal aurait demandé qu'il serait parti, tout comme bébé Maréchal a demandé aux Français et aux Américains de partir. Ils sont partis. Donc, c'est comme ça marche comme ça. Dans les conventions d'installation des forces sur le territoire, les conventions de coopération, il y a des articles qui prévoient qu'on puisse faire partie de ces forces-là. Donc, ce n'est pas une réalisation. On va commencer par là. Si tu es d'accord avec moi. Bon, non, je suis pas d'accord parce que je sais qu'en 2004, il y avait le président Laurent Gbagbo qui avait demandé à l'armée ivoirienne, l'armée française de partir, de libérer le territoire ivoirien parce que ils avaient d'abord leur base à Port-Boué, qu'on appelait le 43e Bima. Et en 2004, là, ils ont massacré des jeunes ivoiriens, ils ont tué des gens à l'hôtel Ivoire, ils ont tiré sur des gens avec leur hélicoptère sur le pont Félix Houphouët-Boigny ou sur le pont Henri Konan Bédié aussi. Ils ont encerclé la présidence où Gbagbo habitait. Donc en 2000, je sais pas. D'abord, est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Non, tu vas pas finir. Est-ce que tu as un texte de dénonciation de l'accord qui permet aux Français d'être installés au 43e Bima? Est-ce que tu as le texte par lequel? Parce que généralement, c'est par une lettre, par une note qu'on dénonce la présence militaire. Est-ce que tu as la note en question, la demande de départ? Nous sommes dans la Côte d'Ivoire est un pays. Arabis, moi je peux te retrouver la note du Tchad, je peux te retrouver des documents, des archives et tout. 2004, c'est pas loin. Est-ce que tu as une note de Gbagbo demandant aux Français de partir? Oui, il y a plusieurs notes. Je n'ai pas de notes en ma possession. Est-ce que tu peux ouvrir ton ordinateur et nous montrer la note par laquelle Gbagbo a demandé aux Français de partir, c'est-à-dire il a dénoncé l'accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France? Oui, la Côte d'Ivoire est un pays souverain comme tout autre pays. Non. C'est pas la souveraineté. Est-ce qu'il a dénoncé un jour l'accord? Oui, il a dénoncé l'accord plusieurs fois. Il n'a pas dénoncé l'accord. La dénonciation de l'accord, c'est un acte juridique. C'est une note qu'on écrit et puis on l'adresse aux partenaires. Est-ce qu'un jour Gbagbo a rédigé une note? Parce que la dénonciation d'un accord, c'est un acte administratif encadré par l'accord de coopération même. Il y a des articles qui prévoient. Est-ce que Gbagbo l'a fait? Je suppose que Gbagbo l'a fait parce que... Non, oui, il n'a pas fait. Ta supposition est fausse. S'il l'avait fait, on l'aurait tous su. Écoute-moi bien. Gbagbo n'a jamais dénoncé l'accord de coopération, l'accord de défense. Lorsqu'un accord est dénoncé, l'accord de coopération militaire est dénoncé, très souvent dans les accords, l'article dit qu'on peut dénoncer
l'accord et ça prend effet immédiatement. Donc, on n'a pas besoin de préalable. Si Gbagbo l'avait fait, les Français seraient partis. Donc, il ne l'a jamais fait. Ça, c'est dingue. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est parce que Gbagbo voulait être protégé par les Français et en même temps leur faire du chantage en montant la population contre eux afin que les Français fassent exactement ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Il voulait être attaché aux Français et en même temps monter la population contre eux pour engranger les bénéfices politiques. Donc, je te mets au défi de me retrouver l'acte administratif de dénonciation de l'accord et je serai d'accord avec toi. Donc, on va fermer ce volet-là. Gbagbo ne l'a pas fait. Bah, attendez, j'ai voulu. On n'est pas sur un débat de Gbagbo, ça c'est dingue. Oui, je comprends, mais nous sommes sur un sujet africain où vous avez parlé de souveraineté, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et quand on parle de souveraineté aussi, on parle de la dignité du peuple. C'est-à-dire, par exemple, dans quelle définition de la souveraineté il y a le mot dignité? Dans quelle définition du mot souveraineté qu'il y a la dignité? Oui. Être souverain, c'est capable de gérer son pays, c'est capable de prendre toi-même tes propres décisions. Par exemple, les États-Unis, la Chine. Oui. Est-ce que lorsque Maurice Yameyogo demande le départ des forces françaises dans les années 1960, il n'a pas pris sa décision de lui-même? Il a pris sa décision, mais est-ce que l'armée française est partie? Elle est partie du Burkina. Elle est partie du Burkina? Oui. Continuons. Donc, ça veut dire que le Burkina, depuis 1960, est souverain. Continuons. Passons à autre chose. OK. Donc, il y a la sœur qui a insinué aussi que tout ce qui se passe maintenant en ce moment autour de Ibrahim Traoré est juste la propagande qu'il utilise pour pouvoir sensibiliser des personnes afin de pouvoir le suivre. Et elle dit comme ça que les gars se font massacrer par les terroristes, tout ça, un truc comme ça. Moi, je ne comprends pas vraiment le lien ou l'intérêt que ça apporte en disant que les jeunes burkinabés se font massacrer par des terroristes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et attendez, est-ce que je peux terminer ma locution? La question, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous ne me le laissez pas terminer, moi je vous laisse terminer à chaque fois. N'est-ce pas? Est-ce que je peux terminer? Vas-y. Merci. Donc, elle a parlé que la population, il a appauvri le pays. Tout le monde se plaint en ce moment. Il n'y a rien dans ce pays-là. Que tout est centré sur lui, sa base, autour de lui. C'est-à-dire comment se maintenir au pouvoir et autres comme ça. Mais moi, je veux dire simplement que dans ces moments difficiles comme ça, là, le pays ne peut pas avancer économiquement parce que le pays est préoccupé d'abord la libération de son territoire. Donc, Arabis. Ici, on ne fait pas les déclarations, on ne multiplie pas les déclarations. Tu as commencé par dire qu'elle a parlé des personnes qui tombent au Burkina. Oui. Et tu dis qu'elle ne doit pas dire ça. Ok. Donc, tu as un censeur moral. Non, je n'ai pas dit qu'elle ne doit pas dire ça. Okay. J'ai dit qu'elle a dit ça. Quel est l'intérêt de fierté en tant qu'une Africaine, étant africaine? Quel est l'intérêt de fierté? La fierté, c'est l'émotion et on s'en fout de ça. Maintenant, on s'en fout de la fierté. Est-ce qu'il y a des personnes qui tombent, oui ou non? C'est ça la question. Mais c'est la guerre. Normalement, il y a des personnes. Non, je te pose une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui tombent, oui ou non? Mais c'est logique, c'est la guerre, n'est-ce pas? Ok, c'est logique. Il n'a pas besoin de répondre à cette question-là, c'est logique. Il a fait le coup d'État, pourquoi? Il a fait le coup d'État parce qu'il a jugé bon que Damiba, son prédécesseur, ne faisait pas ce qu'il devait faire, qui était de... Maintenant, ok, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, je vais traduire simplement, il a fait le coup d'État parce qu'il estimait que Damiba, sur le plan de la sécurité, n'assurait pas. Ok, maintenant, si toi et moi on tombe d'accord que sur le plan de sécurité, la situation s'est aggravée, est-ce que tu seras d'accord avec moi que lui-même doit dégager? Pardon? Si, sur le plan sécuritaire, il a fait pire que Damiba, est-ce que tu es d'accord avec moi que lui également, il doit dégager? Moi, je ne suis pas vraiment sûr qu'il a fait pire que Damiba. On va vérifier. Je vais allumer ma caméra. On va vérifier s'il a fait pire que Damiba. Ok. Comment? Stop it. Ok. Commençons par les données globales. Je vais retourner ma caméra. Ok. Ici, je suis sur un article de BBC du 5 mars 2025. Attends, c'est BBC, c'est là-bas vous prenez vos sources? Tu voudrais que je prenne où sur Arusha Today?
Mais quand même, mon frère, BBC, toi-même, tu Non, connais. écoute-moi. On ne fait pas le semblant. BBC, c'est comme CNN, c'est comme. D'accord, c'est pas BBC. Maintenant, écoute, la région africaine du Sahel et l'épicentre, écoute, du terrorisme mondial et représente désormais pour la première fois plus de la moitié de tous les décès liés au terrorisme selon le Global Terror Index. Ça, c'est une étude internationale, c'est un indicateur international. Mon frère, quand même, tu es africain. Il faut savoir que tous ces gens de trucs ils sont payés par le lobbying. Ils sont payés par le lobbying, mon frère. On le sait déjà. Ils sont payés par. Ce sont les organisations qui sont payées. Ce sont les organisations qui sont payées et Tu ne peux pas venir déclarer des choses ici dont tu n'as pas de preuves. Tu ne peux pas venir dire que ces organisations sont payées pour mentir. À moins de mener ta propre étude et de démontrer qu'ils mentent, pour l'instant, c'est la vérité. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Si tu n'as pas de preuves qu'ils sont payés pour mentir, alors ne le déclare pas. Tu dis que BBC n'est pas un média crédible. Qui est donc crédible pour nous informer? BBC reprend ce qu'une organisation dit. Tu dis que l'organisation en question n'est pas crédible. Qui doit-on croire selon toi? Ce que IB raconte? Maintenant, si je t'amène sur les pages des lanceurs d'alerte burkinabé et je te montre les informations qu'ils partagent sur cette histoire, tu vas encore dire que ce sont des vendus. Tu vas continuer de déni en déni, de déni en déni. Finalement, tu ne vas pas donner ta version des faits. Donc, il faut qu'on soit bien d'accord. Si on te montre une source et que tu veux douter de la source, tu nous apportes une contre-preuve. Si on te montre une expertise et que tu estimes qu'elle n'est pas bonne, tu nous apportes une contre-expertise. Si on te montre un rapport, tu estimes qu'il n'est pas fiable, tu nous ramènes un contre-rapport. On s'arrange dessus, on tombe d'accord sur la question, toi et moi. J'ouvre ton micro et puis tu me donnes ton accord avant qu'on avance. À chaque fois que tu vas nier un rapport que je vais te montrer, je te prie de me montrer un contre-rapport. Ce sont les mêmes personnes en 2000, ce sont les mêmes personnes, BBC, CNN, Fox News, ce sont les mêmes personnes en 2011 qui nous ont dit que Kadhafi, le président Kadhafi était un terroriste et Ok, est-ce que Kadhafi n'était pas un terroriste? Tu as entendu parler de l'attentat, je pense que c'est Lockerbie. Je crois bien que c'est ça qu'il s'agit. Oui, tu veux faire que me muter. Est-ce que je peux finir? Non, tu ne vas pas finir. Chaque fois que tu vas dire un truc qui n'a pas de sens, on va te muter. Mais comment tu sais que ça n'a pas de sens? Moi, quand tu parles, je t'écoute. Même si ça n'a pas de sens pour moi, mais je t'écoute avec le respect. Arabis, il faut se respecter. Est-ce que Kadhafi n'a pas commis des attentats en Afrique? Attendez, je parle, non? Réponds-moi. Oui ou non? Non, mais comment tu peux me couper et me poser une question, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Réponds donc. Est-ce que Kadhafi a mené des attentats ou non? Oui ou non? La question est toute simple. Kadhafi a mené des attentats en Afrique contre des Africains, oui ou non? Alors ton micro, réponds-nous. Oui, dis-nous. Oui, je dis, ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit... Réponds-moi d'abord. Non, mais Commence par nous dire si oui ou non Kadhafi a mené des attentats qui ont emporté les Africains, qui ont éliminé les Africains. Attends, je finis mon allocution, n'est-ce pas? Non, tu ne finis pas. Sinon, tu vas encore déclarer des choses graves. Déclarer quoi? Mais attends, je finis, n'est-ce pas? Comment tu peux me dire, tu peux me poser une question en mi-chemin? Attends, je finis. Non, tu as dit que ces médias ont menti sur Kadhafi. Est-ce que je peux finir? Est-ce que Kadhafi a commis des attentats, oui ou non? Si tu ne réponds pas, Est-ce que je peux finir? Parce qu'on perd le temps. Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Non, tu ne finiras pas tant que tu ne réponds pas à la question. C'est le principe. Mais dis donc, c'est avec respect que je te réponds. Quand tu parles, je t'écoute. Est-ce que je peux finir mon allocution? C'est les principes du panel. À chaque fois que tu fais une déclaration, on t'interroge et tu nous dis, tu donnes des détails. La question, c'est est-ce que Kadhafi a commis des attentats en Afrique, oui ou non? Débloque ton micro et réponds-nous. La majorité des présidents africains ont fait pareil, même le Blaise Compaoré dont vous parlez. Non. Il a commis des attentats, oui ou non. Ne nous dis pas tel a fait pareil. Non, ne dis pas oui comme tout le monde. Il a commis des attentats, oui ou non. Il a commis des attentats? D'accord. Quel est le président africain qui a commis des attentats en faisant exploser un avion qui a coûté la vie à beaucoup d'Africains, un avion qui partait de Brazzaville, je pense pour l'Angleterre, et qui a coûté la vie à beaucoup d'Africains, dont des Camerounais, des Congolais et autres. Cite-moi un autre président qui a fait ça. Kadhafi l'a fait. Cite-moi un seul. Ok, Kadhafi l'a fait, mais je connais des présidents qui ont mené la guerre. Non, cite-moi un qui a fait ça. Cite-moi un qui a fait la même chose. Je connais des présidents qui ont mené la guerre dans un autre pays, qui ont tué beaucoup de personnes, puisque le nombre de l'avion, puisque le nombre de passagers de l'avion. On est sur l'avion. Après, on va parler. Il y a le président Félix Houphouët, on parle de mort. Quand on parle d'avion, on parle d'attentat, on parle de mort, n'est-ce pas? On est sur l'attentat. Quand on parle d'attentat, on parle de mort, n'est-ce pas?
Non, 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 Arabis, non. on est sur l'attentat. Non, C'est non. toi un Oui, président quand africain on qui a parle commis un d'attentat, tel on parle de attentat. mort. C'est toi un président africain qui a commis un tel attentat. Donc, vous l'avez descendu. Le gars, il vient crier et tout. Bonne chance à vous avec les gores. Bien, Effectivement, c'est un gore. je suis monté pour vous présenter un gore. C'est-à-dire, c'est le gore qui est là. Voilà. C'est-à-dire, ils sont encore plus abrutis que les Wanyans du Burkina. C'est-à-dire, c'est des abrutis, mais des abrutis plus. Voilà. Ils sont vraiment, voilà. Quand on parle des giclus, c'est giclus plus. Voilà, bienvenue. En fait, je montais juste pour, comment on appelle, pour ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Il fallait lui dire que après l'incident avec l'armée française en Côte d'Ivoire ici, la marche à laquelle moi-même j'ai participé, il fallait lui dire que c'est lui qui soutient Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a dit en son temps, après les incidents, quand ils lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas porté plainte contre la France, il a dit que c'était juste un malentendu. La vidéo existe. Vous pouvez partir sur YouTube, la vidéo existe. Laurent Gbagbo a dit que c'était juste un malentendu. C'est comme ça, c'est-à-dire une histoire où il y a eu des morts, il a envoyé des gens à la mort et tout ça. Mais après tout ça, il a dit que c'était juste un malentendu. C'est ce qu'il a trouvé à dire. Non seulement il n'a pas dénoncé, il n'y a aucun acte, comme tu l'as dit, il n'y a aucun acte où il dénonce, où il a voulu se défaire de la France. Ça n'existe pas. Ça existe juste comme la plupart des panafricains, ça existe juste dans leur tête. Voilà, eux, c'est dans leur tête, ça y est. Quelqu'un a dit, voilà, comme il a crié à un moment donné à bas la France, ça veut dire que voilà, c'est tout, quoi. Sinon, ça n'existe nulle part. Vous allez rester là pendant 20 ans, mais ça n'existe pas. Voilà, ce sont des gens qui, il n'est pas là pour comprendre. Ce sont des gens qui sont déjà formatés. Ce sont des gens, bon. Et puis, en plus, ils se font appeler panafricains, mais pourtant, leur seul programme de gouvernement, c'est lorsqu'ils vont arriver au pouvoir, ils vont chasser tous les étrangers. Vous voyez, c'est comme ça. Ils disent que lorsqu'ils vont arriver au pouvoir, ils vont chasser les étrangers. Voilà, c'est pour ça, vous allez voir dans leur discours, allez sur leur panel un peu, vous allez voir que tout leur discours, c'est tel est étranger, tel est comme si, tel vient de là, tel, voilà. Et après, c'est eux qui vont venir dire encore par derrière qu'ils sont panafricains. Vous voyez le niveau de débilité à laquelle on fait face. Voilà, c'est ce type de personnage-là, c'est ce qu'on a beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Bonne, j'ai aimé en tout cas, j'ai aimé ton courage, mais bon, Salomon, toi tu es un habitué, donc bonne chance. Le grand frère Anango, j'espère que tu vas bien. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours que je te voyais pas en live. Bon, toi aussi, tu as 1500 comptes. On te suit ici, tu sors là-bas. On te suit ici, tu sors là-bas. C'est compliqué. D'accord, merci beaucoup. Moi, je t'ai monté juste pour ça. Il doit multiplier les comptes parce qu'on l'attaque ses comptes. Les gars sont en mode attaque ces temps-ci. Ils ont attaqué le direct de Hervé Maïka hier. Je crois que j'ai vu son direct sauter. Je suis en train d'écouter et puis ça a sauté. Mais c'est pénible. Au fait, tu as des personnes, tu peux juste swiper, ne pas te mettre sur ce que les autres, quand t'es pas d'accord avec leur ligne, leur courant d'idées, tu peux juste ne pas suivre. Mais toi, tu vas suivre pour faire sauter, donc tu veux museler ces personnes. Et c'est ce qu'ils pratiquent dans leur pays déjà. C'est ce qu'ils pratiquent. C'est les gens qui soutiennent la dictature, c'est les gars qui soutiennent ce genre de choses. Mais moi, je veux relever comme quelque chose de très important. C'est que ce monsieur-là a dit, là, c'est quoi son nom, là? Arabis. Il a dit que c'est la première fois qu'il entend des personnes qui parlent comme nous. C'est que je trouve très grave. Ça veut dire qu'il est entouré avec des personnes qui donnent des histoires que tu entends dans les bars PMU
des histoires qui ont ni queue ni tête, qu'on va te dire, mais vas-y, montre-nous où ça a été écrit. Montre-nous une trace, parce que tout est sourcé. C'est pas juste je dis comme ça à la télé et que ça se fait, hein. Parce que c'est comme ça que les gens de Noiry le pensent. Dès que le président dit juste un seul truc, faire du populisme, ah oui, c'est bon, il a fait ça. Or que il a jamais rien fait. Toi, tu as donné les époques, donc de manière chronologique, c'est qu'un président burkinabé avait fait il y a longtemps, il a demandé aux Français de partir, ils sont partis. Et il y a une trace. Quand il parle de Gbagbo, qui nous montre où Gbagbo a fait la même chose que le président burkinabé. Oh non, ils ont tué des jeunes à l'hôtel Ivoire et tout. Mais ces jeunes-là, ils n'étaient pas dehors, ils faisaient rien. Ils étaient en train d'investir des lieux pour pouvoir commettre des actions. Parce que c'est très très bien, en fait, eux, c'est très très bien de dire quelque chose sans pour autant donner toute l'histoire. C'est comme il n'y avait pas longtemps, je suis dans un live avec Ginène, et il y avait une femme bleue qui disait qu'on stérilisait les femmes en Afrique du Sud. Mais elle a oublié de dire qu'on stérilisait les femmes qui étaient atteintes du VIH. Parce que là-bas, le VIH est un vrai combat. Et pour éviter que ça se propage avec les enfants qui peuvent arriver, donc ils ont fait cette politique barbare de stériliser les femmes qui sont atteintes du VIH. Et ce n'est pas seulement un projet du colon comme ils disent. T'as des présidents qui sont passés, t'as 2 présidents noirs qui sont passés, je crois même 3. T'as Mandela qui est passé, qui a continué avec cette pratique. T'as celui qui a remplacé Mandela, qui a continué avec cette pratique. Et celui qui est venu encore après, qui continue avec ces pratiques jusqu'à ce que les droits de l'homme puissent mettre vraiment l'œil dessus et puis ils ont arrêté cette pratique. Parce que c'était pour stériliser les femmes, certes, mais les femmes qui étaient atteintes du VIH. Elles étaient majoritairement noires. Mais on coupe cette partie de l'histoire en disant on stérilise les noirs des Sud-Africaines pour ne pas avoir d'enfants, pour éviter qu'ils puissent avoir plusieurs enfants. C'est ça, et puis tu donnes l'information. Et les gens croient. Toi, tu mets juste un article où on écrit stériliser femmes en Afrique du Sud, tu vas voir un truc qui sort, tu vas te dire ah oui, c'est vrai. Alors qu'il y a une cause pour laquelle on stérilise les femmes. Et ces causes-là, ils ne savent pas parce que les personnes qui leur ont raconté cette histoire ont omis de leur ajouter le paramètre qui fait que il s'est passé ce qui s'est passé à l'hôtel d'Ivoire. Ils étaient en danger, ils ont tiré. Il n'y a pas eu de truc de crime de guerre, sinon il y aurait eu des crimes de guerre. Non, la population était hostile. Elle était hostile, la population. Elle n'était pas dehors faire une marche comme on voit voire même les marches actuelles même en France, elles sont hostiles. Donc il n'y avait aucune marche pacifique. Voilà, il n'y avait aucune personne pacifique qui était dans ce groupe de personnes. Mais ça, ces personnes ne veulent pas dire ça. Et d'autres, c'est même pas qu'ils ne veulent pas dire, ils ne savent même pas. Ils font que répéter une information qu'on leur a donnée, une information qui n'est pas complète. Ça me fait penser à ce qui s'est passé au Niger. Je pense que c'était à Kaya, quand les gars ils sont partis défoncer les barbelés de l'armée française. Et puis on a envoyé le feu sur eux. Mais vous voyez des gens qui sont en train de se déplacer, ils ont de l'armement et tout. Vous manifestez, ils ne font rien. Vous les bloquez là 48 heures sous le soleil. Les intempéries et tout. Peut-être qu'ils n'ont même pas à manger. Et puis vous vous amusez à partir enfoncer les barbelés pour prendre de l'armement et tout. Mais quoi de plus normal que ouais. Ça, c'est violation de leur espace. Ils ont le droit d'ouvrir le feu. Mais tu vois, ça, ce sont des personnes qu'en Noiry, ils comprennent pas ça. Dans mon pays, il y a une concession où il y a des Asiatiques, donc des Chinois, qui sont en train d'exploiter le sol congolais et qui ont toutes les autorisations. Et il y a un ministre qui arrive, que lui, parce qu'il se dit qu'il est ministre, il a le droit d'entrer sans pour autant s'annoncer avant. Il dit, mais on n'est pas souverain. J'ai dit, mais c'est pas une question de souveraineté. Vous avez signé des accords. Pour passer d'abord dans un truc pareil, il faut d'abord que tu t'annonces. Tu ne viens pas comme ça, tu entres parce que tu es ministre. Mais non, on est où? Ça n'existe pas. Et comme j'ai dit, Macron peut pas venir aujourd'hui, il dit, je vais à Microsoft, France,
et j'entre dedans et je veux voir celui qui dirige pour lui dire ce que je pense ou bien juste faire une visite de courtoisie. Ça n'existe pas, ça. Mais ça n'existe pas. Mais en Noirie, pour eux, vu qu'on les a éduqués, parce que t'as un président qui te dit qu'il est le chef de tout, donc il peut venir s'incruster chez toi quand il veut. Donc t'es un ministre, t'as le droit d'entrer où tu veux, parce que c'est le territoire de ton pays. T'as le droit d'entrer où tu veux. En fait, en Noirie, ils ont encore cette mentalité du Moyen-Âge. Ils ont une mentalité moyenâgeuse. Parce que les dirigeants qu'on avait avaient une mentalité moyenâgeuse aussi. Là, c'est foutu. C'est foutu. Ces gens-là, ils vont pas évoluer. C'est foutu. Ils vont pas évoluer. Ils comprennent même pas ce que c'est réellement le droit. Ils savent pas. Et toi-même, t'as expliqué très bien à Lothar Arabis, tu as dit, si tu contestes, montre-nous une preuve pour contester. Tu ne peux pas juste contester comme ça par ton idée parce que tu n'acceptes pas la réalité. Ah non, 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 je conteste, mais sans rien. Montre une preuve, pourquoi? Montre un truc qui montre que ce que tu dis est à l'antipode de ce que tu présentes. C'est aussi simple que ça. Mais non. Il n'y a aucune preuve. Tu acceptes seulement des belles paroles, des belles histoires. Et ce que Serge dit par rapport au QI, ça veut dire que même l'histoire que le mec raconte, tu n'arrives même pas à te dire que c'est un État. Et cet État, quand il dit quelque chose, il y a une trace. Il y a une trace écrite. Vu que c'est officiel. Et toi, tu penses pas à ça. Toi, tu dis seulement vu que c'est le président qui dit ça, ça veut dire que c'est bon. Alors, on est vraiment très très mal barré, mais très très mal barré. Surtout quand tu me dis que à l'intérieur de tes contacts Facebook, peut-être des gens qui sont des docteurs, qui ont ce même raisonnement. Alors là, c'est très grave. C'est très grave. Bon, je vois qu'il y a Smith Non, qui... il y a Salomon qui fait un travail incroyable sur Facebook, même s'ils ne le reconnaissent pas. Mais quand même, les interventions de Salomon sur Facebook, un peu partout, on sent que ça a vraiment ça a vraiment de l'effet sur eux. Mais ils n'assument pas. Ils n'assument pas, c'est-à-dire ils sont fouettés dans leur orgueil. Et Salomon arrive en fait à remettre en question toutes leurs certitudes qu'ils ont eues pendant certains trucs. Mais c'est difficile. La croyance, c'est ça. La croyance, c'est ça. Quand quelqu'un, il est croyant, mais quand tu viens lui faire une démonstration pour lui prouver que telle chose n'existe pas et tout ça, mais et tout de suite, il ne l'accepte pas. C'est au fur et à mesure, après, lorsqu'il est seul dans sa maison ou quelque part là-bas, mais en public, c'est difficile de l'assumer. Pour lui, c'est une humiliation totale. Donc, comprenez, il arrive quand même à toucher parce que il y a certains, par exemple, qui étaient des farouches, des farouches de la Noirie, mais aujourd'hui, lorsque tu regardes leur poste, tu sens un peu qu'ils ont, qu'ils perdent pied un peu. Voilà, qu'ils deviennent de plus en plus réalistes et ils ne l'assument juste pas pour le moment. Il y a énormément entre eux qui ont compris, mais qui ne l'assument pas parce que actuellement comment je vais dire, voilà, ils ont des gens qui les suivent. Et il faut vraiment pas décevoir tout cela. Il y a certaines personnes qui le font juste parce que ça les nourrit, parce que ça nourrit le panafricanisme aussi, ça nourrit son homme. Voilà, il y a plein comment on appelle, il y a plein de personnes derrière eux. Il y a certains qui sont financés, il y a certains qui sont financés pour ça. Ils savent qu'ils sont en train de répondre une connerie, mais ils le font pour, comment on appelle, pour de l'argent et tout ça. Voilà, c'est pour ça lorsqu'ils nous appellent des vendus, moi personnellement,
Ça me fait pas mal parce que les vrais vendus, c'est ceux qui le suivent. C'est eux qui sont payés. Parce que la chose aujourd'hui la plus facile quand même à faire en Afrique, c'est de crier à bas la France. C'est la chose vraiment la plus facile, la plus facile. Tu le fais, tout le monde te suit tout de suite. Voilà. Par contre, la chose la plus difficile à faire, c'est de dire à la noirie que voilà, tout ce que vous racontez là sont des conneries. Ce sont des conneries, voilà. Ils vont te tirer dessus, mais bon, c'est ça, quoi. Pour D'accord, pour revenir sur l'image, tout à l'heure, avant que Serge ne parte dormir, j'étais en train de développer sur certains faits. Le rapport entre Poutine et ses alliés. Vous savez, ces gars, ils sont lancés dans une aventure ambiguë en pensant que Poutine allait les soutenir et peut-être va les aider à tenir tête à l'Occident. Ils parlent souvent de partenariat stratégique. Nathalie Yam en parle même tout le temps. Parlant de partenariat stratégique, il y a la Russie qui a signé un partenariat stratégique avec l'Iran. Et l'Iran s'est empressé à faire valider par le Parlement ce partenariat-là. Ils ont signé ça en début 2017. L'Iran, en un mois, a fait valider le partenariat au niveau du Parlement. Mais ce n'est pas si aujourd'hui l'Iran est attaqué, après que l'Iran ait donné des centaines de milliers de drones et de missiles à la Russie, au moment où la Russie était dans la merde en Ukraine, ben Poutine ne fait rien. Au contraire, il a appelé l'ayatollah pour lui dire, bah, ton régime est menacé. En d'autres termes, casse-toi. En d'autres termes, casse-toi. Et ce n'est pas la première fois, lorsqu'un pays est confronté à des difficultés face à l'Occident, que Poutine ne fasse absolument rien. Et je vous mets au défi, les Russes ne défendent personne. Et moi, je suis très amusé de voir des personnes comme celle-ci qui sont dans une logique où ils pensent qu'ils vont construire un pseudo-panafricanisme en s'alliant aux Russes. Parce que c'est ça leur... c'est ça leur analyse de la géopolitique. Ils sont dans une logique de bandwagoning, c'est-à-dire qu'il faut s'aligner derrière un fort pour pouvoir faire face aux autres. Mais quelqu'un dit c'est faux. Quand l'Arménie a été attaquée, qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils n'ont absolument rien fait. L'Arménie s'est fait chicoter correctement par l'Azerbaïdjan. Les Russes n'ont pas intervenu, pourtant ils ont une base militaire là-bas. Laissons même le cas de l'Arménie. On va prendre le cas de Bachar. Il s'est fait taper dessus correctement par les Turcs, par les Américains et tout. Les Russes étaient là juste pour protéger leur base. Et quand ils ont senti que le vent a tourné, ils sont simplement partis. Ils ont abandonné la famille de Bachar. Ils n'ont sauvé que Bachar seul, avec sa femme et ses enfants. Les cadres de son régime ont été abandonnés. Et je crains vraiment fort que c'est ça qui vous arrive. Il y a cela quelques temps. On a vu la Chine en 2023 ou 2024 a signé un accord de défense avec l'Iran. Encore vos partenaires. Que s'est-il passé? Lorsque l'Iran a été attaqué, la Chine n'a rien foutu. Elle ne fout rien, elle ne dit rien, elle ne fait rien. Pourquoi? Parce que la Chine, ça l'arrange que l'Iran soit tabassé. Pourquoi ça l'arrange que l'Iran soit tabassé? C'est parce que 73% de son pétrole vient du détroit d'Ormuz. Et tant que ce détroit-là est sujet à des crises, la Chine n'est pas tranquille. Et qui dérange au niveau du détroit, c'est l'Iran. Donc tant qu'il y a un régime qui sera islamiste chiite, il y aura toujours des conflits entre les chiites et les sunnites au niveau du détroit d'Ormuz. La Chine a besoin de stabilité. Donc, même si elle ne le dit pas ouvertement, c'est sûr qu'elle appelle Trump, nuitamment pour lui dire, finissez le boulot, dégagez les Iraniens, et puis mettez un pouvoir qui sera un peu moins dérangeant pour la sous-région et bien pour notre business. Donc, arrêtons à un moment donné de penser que le monde est divisé en deux et que vous avez des nouveaux alliés. Vos alliés, là, en réalité, dans l'histoire, ils ont démontré qu'ils étaient des traîtres. Et c'est perceptible. Je vous mets au défi de nous montrer à quel moment ces alliés ont défendu leurs amis, leurs alliés, jusqu'à la fin. Je vous mets au défi. Montrez-nous les cas dans l'histoire. Donc, oui, Poutine a besoin de ces gars pour emmerder la France parce que, oui, ce sont ces chiens de garde. Il les envoie, les gars, ils aboient, ils insultent la France, il est content. Ça, c'est dans le cas de la guerre hybride. Il est fier de ça parce que lui ne peut pas insulter la France tout le temps. Mais quand ils auront fini de faire ce boulot et qu'il n'aura plus besoin d'eux, il va bien les lâcher. Il va les lâcher. Donc, il n'y a absolument rien à espérer de cette alliance. Oui, vous êtes des chiens de service, vous allez aboyer autant que possible, mais quand le maître n'aura plus besoin de vous, il va vous lâcher. Donc ça, c'est ce que je voulais dire au sujet de cette image.
Et je suis quand même fier de voir que beaucoup de mes amis de l'AES ne mettent plus les photos de Poutine en profil. Peut-être ils ont commencé à comprendre, qui sait. Ou alors ils sont juste fatigués. Estramoun, tu peux prendre la parole si tu le souhaites. Oh non, t'as tout dit, t'as tout dit. En même temps, moi aussi je vais aller dormir là. Bientôt je vais aller déposer ma fille à la danse, donc je préfère aller me coucher. D'accord. Je vous laisse. Passez une bonne journée. Peut-être au Canada, bon, bonne soirée. Merci. Ok. Ça se met très rapidement. Rapidement. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, super. Alors, en tout cas, ça a été pénible. On était en bas, on a un peu écouté, on a écouté monsieur, j'ai oublié son nom. On était en discussion, mais bon, voilà. Moi, ce que je vais rajouter, c'est quoi? C'est que peut-être que vous les connaissez pas, mais bon. Bellam l'a dit, hein, c'est des gors. Voilà. Les gors, vous allez constater sur les panels que c'est eux qui aujourd'hui, qui sont transformés en défenseurs farouches des régimes putschistes. Très clairement, parce que ils font une guerre par procuration. Sur le territoire, ils ont échoué lamentablement. Ils n'ont pas le niveau du débat ou bien de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Alors, ils font une guerre par procuration sur le réseau. Alors, comme je l'ai dit, ça a été pénible parce que quand vous lui avez posé la question, vous ne l'avez pas remarqué tout de suite, de savoir pourquoi est-ce que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Il n'a pas dit ouvertement. Il rentre tout dans des tactiques quand ils savent que vous allez les arrêter, en fait. Il a dit tout de suite que ouais, c'était juste pour faire mieux ce que Dayuma n'a pas pu faire. Mais il n'ose pas dire clairement que c'est parce que il a estimé que, Ibrahim Traoré a estimé que il y a plus de morts sous Damiba. Ça, il te le dira pas. Alors, quand vous lui posez la question de savoir, alors, qu'il nous dit un seul cas, ou bien, je sais pas, dans le programme de gouvernement, je sais quoi, ou disons, les différents motifs pour lequel monsieur Ibrahim Traoré a fait un coup d'État contre Damiba, qui le cite, tout de suite, il brandit l'argument du fait que il a réussi à dégager la France. En fait, là, vous devez comprendre que le mec, il vous répond par la question de savoir, il nous répond pour dire, Ibrahim Traoré a pris le pouvoir pour dégager la France. Et pour eux, faire partie de la France, c'est déjà un exploit pour eux, en fait. C'est qu'ils ne savent pas ce que la France est un État pacifique qui respecte les lois. Juste un petit courrier et les Français, ils partent. T'as pas besoin de bander les muscles, en fait. Et c'est ce qu'ils n'ont pas compris, ces personnes. Ils n'ont pas compris que la France ne force pas de rester sur un territoire. La preuve en est, quand le président Ouattara en Côte d'Ivoire demande à la France de partir, ou bien demande à, pardon, pas la France, excusez-moi du thème, au 43e Bima de fermer ses portes et laisser place à une armée ivoirienne, les Français s'exécutent. Pour dire que c'est pas quelque chose c'est pas un exploit pour un État de dire à une armée étrangère, de dire, bon, nous sommes aptes aujourd'hui à nous défendre de nous-mêmes, et donc nous souhaitons que vous partez. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent, comment ils appellent ce thème-là, excusez-moi pour m'aider, le thème fétiche qu'ils adorent là. Souveraineté. Voilà. Pour eux, c'est ça la souveraineté. Dire, voilà, la France est partie, c'est déjà fini. Alors, quand tu lui reposes la question, quand on revient sur le fait que, quand on regarde les statistiques aujourd'hui, Ibrahim Traoré est celui qui a occasionné plus de morts dans le rang de l'armée burkinabé que tous les chefs d'État depuis cette histoire des terroristes a commencé. Il va te dire c'est faux. Parce que le mec, il pousse même pas ses richesses. Il s'en tient que à RTB, qui ne fait que, propager la propagande, qui ne fait que dire ce qu'Ibrahim Traoré veut entendre. Salomon, pardon, fais monter. Smith, pardon, hein, désolé de te couper. Fais monter Brainwatch, s'il te plaît. Je ne parviens pas, je ne suis pas moto ici apparemment. Ah, t'es pas modo ici. Il ne sait même pas si Anambo il est là encore. S'il ne dort pas. Non.
Donc, très rapidement, voilà. S'il y a un modo dans les commentaires, là, s'il vous plaît, faites monter Brainwash, s'il vous plaît. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est. Voilà, quand vous faites monter sur un panel un gars, ne vous fatiguez pas. Voilà, nous, on a déjà compris. C'est où Gbagbo va, je va. Voilà, c'est où Gbagbo va, je va. C'est comme ça qu'ils s'expriment sur les panels. Ils sont aujourd'hui érigés en panafricains, mais comme il a dit, un bel âme. Mais quand nous écoutons les débats, les discours sur les panels, c'est eux qui ont des panels qu'on appelle aujourd'hui ivoirois, d'abord. Ça veut dire, voilà les panafricains qui, et même le nom du parti politique, PPACI, Parti des peuples africains, dont comment on les appelle déjà, dont les partisans ont pour seule ambition politique d'arracher les terres aux étrangers, les terres même qu'ils ont déjà vendues en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, voilà un monsieur dont son père a vendu une parcelle à un monsieur X qui est burkinabé, et lui aujourd'hui, ils veulent prendre le pouvoir pour arracher cette terre. Et voilà la haine en Côte d'Ivoire. Ces personnes ont tout vendu. Bien évidemment, même pas des étrangers, aux Ivoiriens qui ne sont pas de leur région à la base. Et aujourd'hui, ils veulent le pouvoir tout simplement pour pouvoir arracher ce qu'ils ont vendu de force. C'est simple. Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont tout vendu. Et ils ont vendu tout ce qu'ils ont pris comme argent, ils les ont troqué tout simplement contre la bière. Ils n'ont pas vendu pour faire quelque chose de bien. Ils ont tout simplement troqué cet argent contre la bière qu'ils ont déjà bu. Aujourd'hui, tu vas le voir sur les panels, ils nous ont volé notre terre. À quel moment une personne peut voler une terre à une personne? C'est pas possible. Et donc, franchement, monsieur Dieu, vous avez été très courageux, j'avoue. On était en bas des gens, c'était déjà pénible pour nous. Voilà, et vous, peu importe ce que vous allez dire à ces personnes, ça va pas passer. Voilà, c'est pour eux, c'est pas beau président ou rien. Voilà, ils n'ont plus la notion, ils n'ont plus le sens de la raison, ils ne réfléchissent plus. C'est où Gbagbo va, je va. En tout cas, merci à tous. Voilà, je suis en bas. Nous, on est là, on vous écoute. Voilà, merci à M. Anango que nous écoutons très régulièrement. Et merci à vous également qui nous édifiez de temps en temps. J'avoue que sur ce panel, il y a vraiment des gens qui sont vraiment capés. Donc nous, on ne peut pas tellement monter parce qu'on estime que voilà, il y a des gens qui sont vraiment au-dessus, qui ont vraiment le niveau par rapport à nous. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous tous. Je me suis abonné à tout un chacun. Monsieur Bella, merci effectivement. Merci pour la photo du Prado. Voilà, merci. Salut. Mais comment on appelle? Il y a l'autre, comment il s'appelle là? Il y a Iron qui est modo ici, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il est là. Mais je le vois. Iron, si tu es là, s'il te plaît, si tu peux faire monter le brainwash là. Il y a actuellement l'animal, il n'y a pas assez d'animal. Ils sont en fuite. On en voit rarement, donc quand on en détecte un, il faut vite faire monter. Ils se font quand même rares, hein, Salomon. Je ne sais pas si tu as remarqué. Et puis Smith, Dichter, lui, il est habitué. Hein. Lui, chez lui là-bas, chez lui au Cameroun, il y a pire que les Gors. Voilà. Ceux qui sont là-bas, c'est un niveau vraiment truc. Voilà. Quelqu'un tu vois, il est assez calme. Une fois, on était sur un panel avec des gens de chez lui, mais quelqu'un qui est calme comme ça, mais il n'a pas pu tenir. Il est descendu. Moi, je suis descendu. Lui aussi, il est descendu parce que tellement le niveau c'était tellement aberrant. C'était la première fois que je le voyais quitter un panel comme ça parce que voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, tu imagines quelqu'un comme ça, quand il vient et puis il se retrouve avec un gars, mais il est dans son champ. Voilà, il est dans son champ. Tu peux le suivre aussi sur Facebook. Hein. Son nom, c'est Salomon Rim.
Voilà, c'est vraiment le médicament, c'est le médicament des panafricains, des panafricains. Voilà. Lui, il récupère tout, il trie pas. Voilà. Le panafricain intellectuel, panafricain, comment on appelle, professeur, panafricain, professeur d'université, lui, il prend tout. Voilà. Lui, il prend tout, absolument tout, il trie pas. Et puis, il corrige tout. Voilà. Il corrige tout. C'est, quand il met pied dans leur fourmilière, mais tu vois l'excitation un peu partout. Ça fait, bon, voilà, ça fait rigoler, quoi. Donc, lui, il est habitué. Ne fais pas pour lui. Lui, il est fort. Nous, on n'a pas trop le cardio. Voilà, sinon, lui, c'est un niveau. Lui, il est trop fort. Il est habitué. Et puis, il les connaît, il les maîtrise. Il sait exactement, il sait exactement comment rentrer. Il a de l'expérience. Quand tu vois, tu sais que il est expérimenté, il est vacciné. Voilà. Donc, ils n'ont pas d'argument contre lui. Bon, il faut pas aussi, mais il faut protéger ton compte aussi, hein, mon ami. Il faut pas qu'il saute toi aussi ton compte, hein. Parce que on C'est dirait pas ils ont laissé évident. une vaste. C'est que bon, comme je n'insulte pas les gars et tout, que je fais pas les directs, c'est pas facile qu'ils signalent mon compte. Donc, ils ont du mal à signaler mon compte. Par contre, sur Facebook, bon, même sur Facebook, ils ne signalent pas mon compte. Maintenant, ce que je fais, c'est que quand ils viennent avec les injures, là, c'est parfois je supprime les commentaires tout simplement. Allez vous abonner à tous ces comptes, hein. Allez vous abonner à tous ces comptes. C'est Salomon Rim. Salomon, comme vous l'entendez. Et puis Rim, R-I-M. Voilà, vous pouvez partir, vous pouvez le suivre sur Facebook, sur X, un peu partout. Voilà. Bon, ici, il a changé son nom. Il a mis des Dichter, mais c'est lui. Voilà. Parti, c'est très intéressant de le suivre. Très, 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 très intéressant. Ça va vous former et puis vous allez comprendre beaucoup de choses. Il partage beaucoup de choses intéressantes sur la géopolitique, sur vraiment plein de trucs. Voilà. Il nous fait comprendre beaucoup de choses. On Donc, a allez. un nouvel invité là, on va l'écouter. Je peux ouvrir ton micro, LDTQ, je sais pas. LDTP. Bonjour à tout le monde, ou bien bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est Brainwash. Je sais pas pourquoi j'ai essayé, j'ai fait la demande, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis monté, je suis d'accord avec vous, hein, globalement, mais c'était pour préciser quelques points que Dichter a dit, notamment sur l'Iran et puis la Russie. L'Iran et la Russie, ils ont signé un partenariat stratégique, mais il n'y a pas de protection militaire. Ça, c'est la nuance. Or, la Russie, elle a signé un partenariat stratégique avec la Corée du Nord. C'est-à-dire, c'est comme l'article 5 de l'OTAN. Si on attaque la Corée du Nord, la Russie va venir aider. Si on attaque la Russie, la Corée du Nord va venir aider. Maintenant, je voulais ajouter aussi au niveau du pétrole iranien. On s'arrête là. On s'arrête d'abord là. La première chose, c'est qu'il faut souligner, c'est qu'il y a 3 modalités d'intervention dans un pays. La première modalité est consacrée par, est déchue, ou alors elle est offerte par les Nations Unies au travers du Conseil de sécurité, qui vous donne un mandat. La deuxième modalité d'intervention, c'est celle qui revient de droit à l'État souverain, qui peut demander de l'aide. La troisième modalité, c'est dans le cadre d'un accord de défense. Oui, j'ai lu l'accord de défense. Moi, je l'ai lu bien avant l'intervention de Poutine et tout ça. J'ai lu ça bien avant. Les Russes ont pris le soin d'introduire dans l'accord qu'il n'y avait pas obligation d'intervention automatique si jamais l'Iran était attaqué. Vice-versa. Moi, je l'ai lu. Il y a là une semaine. Quand le conflit a commencé, j'ai pris le temps d'éplucher toutes les forces en présence pour essayer de comprendre ce qui allait se passer. Ça, s'il faut le dire. Maintenant, pourquoi les Russes ont introduit cet article? C'est parce qu'ils ne voulaient pas être pris au dépourvu. Parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver dans un conflit avec Israël.
Pourquoi les Russes ne veulent pas se retrouver en conflit avec Israël? Allez donc savoir. Il y a beaucoup de Juifs qui sont russes. Ça, c'est d'un. Et puis, parmi ceux qui ont fondé l'État d'Israël, il y a eu pas mal de socialistes, c'est-à-dire des gars de gauche, qui étaient à la base des communistes, donc qui venaient de l'ex-Union des républiques sociales soviétiques. La Russie incarne aujourd'hui le monde occidental judéo-chrétien, mais cette fois-là avec comme figure de proue le catholicisme orthodoxe. Donc la Russie ne veut pas courir le risque sur le plan idéologique de se retrouver en confrontation avec Israël, qui est la mère de toutes les religions judéo-chrétiennes. Il faut bien que ce soit clair. Donc la Russie, en proposant cet accord de défense ou de coopération militaire à l'Iran, a bien pris le soin d'introduire de façon vicieuse un article qui n'allait pas l'obliger à se retrouver en co-belligérance dans le cadre d'un conflit contre Israël. Donc c'est fait intentionnellement. Ça, il faut le souligner. Et la Russie ne va pas aider un pays qui est en conflit avec Israël. Il faut le comprendre. Ça, c'est la première chose. Est-ce que tu as entendu parler de la guerre de Géorgie? Bon, je vais vous répondre. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Hein. Tu n'es pas d'accord à quel niveau? Vous avez dit que c'est la Russie qui a introduit le fait de ne pas intervenir. Mais Poutine, récemment, il est sorti, il a dit que c'est le côté iranien plutôt qui n'a pas été tempéré, en fait. Tu crois à Poutine? Hein? Tu crois à Poutine? Mais attendez, non, vous ne croyez pas le président? Tu crois à Poutine? Vous ne croyez pas le président du pays? Écoute-moi, tu crois à Poutine? Réponds oui ou non. Bon, d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. D'une certaine manière. Bah oui. Ok. Donc, c'est déjà important que tu saches que Poutine peut mentir. Maintenant, on va continuer. L'ambassadeur iranien en Russie, tu sais ce qu'il a tweeté? Tu sais ce qu'il a tweeté après les propos de Poutine? Non, monsieur Derstiche. Non, écoute-moi. Réponds ma question. Vous avez dit. L'ambassadeur iranien a fait une sortie après les propos de Poutine. Tu les as lus? Attendez, vous avez dit. Écoute-moi d'abord. L'ambassadeur. Attendez, vous avez dit que la Russie n'est pas venue aider l'Iran. Je vous ai dit, en fait, il y a un traité, il n'y a pas d'obligation de venir aider l'Iran mutuellement. C'est de ça que je parle. Même s'il n'y a pas l'obligation, au moins le traité parle de livraison d'armes. L'Iran, oui, mais écoute-moi bien. Mais la Russie n'est pas en obligation de venir aider. Écoute-moi bien. Vous voulez que la Russie vienne aider? L'Iran n'avait pas obligation d'aider la Russie, mais l'Iran l'a fait alors que la Russie était dans la mise en Ukraine. Donc on va continuer. Entre amis, on s'entraide. Il n'y a pas question d'être obligé ou pas. On s'entraide. Quand on est partenaire sur le plan stratégique. Des livraisons d'armes. Oui, et la Russie ne l'a pas fait. Il n'y a pas de troupes au sol iraniennes en Russie. Écoute-moi bien. Les S-300 de l'Iran sont pratiquement tous épuisés depuis 1 an. Israël les a détruits. La Russie ne s'est pas empressée à venir renflouer le stock. Il faut le dire. C'est un fait, c'est factuel. La Russie n'a pas bougé son petit doigt pour aider ses amis iraniens, ne serait-ce qu'avec les systèmes S-300. Au moins ça, ils pouvaient le faire. Mais attendez. Bon, vous connaissez l'inventaire de l'arsenal iranien? Vous avez des informations là-dessus? Pas besoin d'inventaire, il suffit juste de voir comment le ciel aujourd'hui n'a plus de défense. On est dans la spéculation à ce niveau-là. C'est pas de la spéculation. Les avions israéliens se baladent. On voit des drones israéliens, ils se baladent. Et tout le monde sait que le ciel iranien est contrôlé par Israël aujourd'hui. Il n'y a plus de défense. Si tu penses que si tu crois que c'est faux, je te mets au défi de me montrer il te met au défi de me montrer une seule batterie anti-aérienne en action en Iran depuis que ce conflit a commencé. Mais j'ai jamais dit que c'était faux. Alors pourquoi est-ce que tu dis que c'est de la spéculation quand on te dit qu'on a supprimé toutes les batteries anti-aériennes iraniennes et que la Russie, depuis l'année dernière, est au courant de ce que ses capacités ont été réduites au moins aux 2 tiers
et elle ne leur a pas fourni de l'aide dans ce sens. Non, mais Donc, tu es monté, si je quand comprends bien, tu es monté ici pour défendre la Russie. Ok, quand l'Arménie s'est fait taper dessus par l'Azerbaïdjan et que l'Arménie comptait sur les Russes, ils n'ont rien foutu. Et que l'Azerbaïdjan était soutenu par Israël. Qu'est-ce que tu en dis? On est toujours dans le même scénario. Israël soutient l'Azerbaïdjan, la Russie refuse de soutenir le camp d'en face. Qu'est-ce que tu en dis? Monsieur Dichter, Non, non, je pense... réponds-moi. La guerre du Attends, Haut-Karabakh, écoute, réponds-moi. La attends. guerre du Mais Haut-Karabakh, laissez, je Israël veux est derrière répondre. l'Azerbaïdjan. Non, 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 je veux pas que tu argumentes. La guerre du Haut-Karabakh, Israël est derrière l'Azerbaïdjan et l'Arménie a la Russie derrière elle. L'Azerbaïdjan tape sur l'Arménie et la Russie ne fait absolument rien pour aider son partenaire. Comment tu expliques ça? Déjà, si vous avez lu mes commentaires, regardez, vous partez dans l'historique, brainwash. J'ai dit c'est sur le côté iranien que je ne suis pas d'accord. Je l'ai écrit dans les commentaires, vous pouvez aller regarder. J'ai dit c'est sur le côté iranien, ce que vous avez dit. Il dit ce n'est pas exact. Il dit la Russie n'est pas en obligation. Brainwash. On n'a pas dit que la Russie était en obligation. Maintenant, quand Poutine vous dit que les Iraniens n'ont pas demandé à être aidés, est-ce que vous pensez honnêtement qu'on peut avoir un ami? On peut avoir un ami comme la Russie. On est acculé. Les généraux se font éliminer. On ne demande pas de l'aide. Tu crois sincèrement ça? Bah, je ne vais pas venir aider quelqu'un qui n'a pas demandé l'aide. Tu crois sincèrement qu'ils n'ont pas demandé de l'aide? Tu crois que Poutine dit la vérité? Mais à un moment donné, non, de toi à moi, tu crois sincèrement que quelqu'un qui s'est fait acculer, Poutine peut mentir, bien évidemment, mais si vous, simple citoyen... Brainwash, la logique est que Poutine a menti, parce que les Iraniens ne peuvent pas être dos au mur comme ils sont dos au mur, ils ne demandent pas à leurs amis de les aider. C'est impossible, ça ne répond à aucune logique. Poutine a menti et froidement, c'est la raison pour laquelle l'ambassadeur iranien à Moscou, il a tweeté que en temps de guerre, c'est un des moments difficiles comme ceci qu'on reconnaît ceux qui sont nos vrais amis, c'est ce qu'il a tweeté, comme pour dire que la Russie n'est pas un vrai ami. Et il a dit ça. Ça encore, c'est des spéculations. Ce ne sont pas des spéculations. Brainwash, à quel moment il a parlé de la Russie? Brainwash, tu ne peux pas être l'ami des États-Unis, tu es en difficulté, on tue tes généraux et tu ne demandes pas de l'aide. C'est impossible. C'est parce que Poutine sait que l'ayatollah ne peut pas sortir pour démentir ses propos qu'il raconte ce genre d'ineptie. C'est parce qu'il veut sauver la face qu'il raconte ce genre d'ineptie. On lui a demandé de l'aide et il n'a rien fait. Tout comme il a lâché l'Arménie. Vous avez une demande formelle de l'Iran vis-à-vis de la Russie? Une demande formelle? Oui. On n'en a pas besoin. Même pas. C'est ce que je disais. Vous êtes que dans la spéculation. C'est que de la spéculation. Écoute-moi bien. Dans le cadre d'un conflit, on peut demander de l'aide à un ami, à un pays ami, même par un coup de fil par l'exécutif, et puis formaliser par la suite. La Russie n'a pas voulu aider l'Iran et ne veut pas, elle n'aidera pas l'Iran. La Russie a une longue tradition de traîtrise dans le cadre de ses partenariats. Le cas de l'Iran n'est pas un cas isolé. On rentre dans l'histoire et les faits le démontrent. J'ai demandé, ma question était simple. J'ai demandé, est-ce que vous avez une demande formelle de l'Iran vis-à-vis de la Russie? Je pose une question. Combien de partenaires russes ont aidé? Réponds-moi. J'ai posé la question. Est-ce que vous avez une demande formelle de l'Iran vis-à-vis? Ici, c'est moi qui pose la question. Combien de partenaires stratégiques les Russes ont aidé en s'impliquant frontalement dans la guerre contre leurs ennemis? On est là pour échanger. Et puis, j'avais même pas fini mon argumentaire. Réponds à ma question. Non, là, tu n'argumentes plus. Tu vas répondre. Pas de mauvaise foi. Combien de pays alliés stratégiques à la Russie ont été aidés par les Russes, par Poutine, pour faire face à leurs ennemis et de façon frontale? Je t'écoute, ouvre ton micro et puis réponds-moi. Cite-moi les pays partenaires stratégiques de la Russie qui ont été aidés frontalement à faire front face à leurs ennemis.
Moi, j'ai posé une question. Non, non. Vous ne Ici, c'est moi qui répondez pose pas les à ma questions. Si tu veux pas, question. tu vas descendre. C'est moi qui pose Vous les fermez questions. le micro et vous me dites de répondre à une Brainwash, question. c'est Vous moi n'avez qui même pas pose les répondu à ma questions. question. Brainwash, c'est moi qui pose les questions. Cite-moi les pays que la Russie a aidés dans une guerre frontale contre certains ennemis. Cite-moi les pays. Et elle s'est impliquée frontalement. Je t'écoute. Moi, je continue à dire. J'ai Non, dit, tu n'as je rien à suis dire. monté. Tu n'as Moi, rien je à suis dire. Tu monté. n'as rien à dire, sinon tu vas descendre. Tu nous Je réponds. suis Tu as monté. dit Je que suis monté pour dire. tu n'as rien à dire. Tu vas nous répondre. Tu vas nous dire combien de fois la Russie s'est impliquée pour aider ses partenaires stratégiques face à une menace. Il ne les a pas lâchés. Il les a aidés jusqu'au bout. C'est ce que je veux savoir. Monsieur Si tu ne Derdischer, réponds pas, tu vas descendre. attendez. Si tu ne réponds pas, tu vas descendre. Je pense qu'on s'est mal compris. Moi, je ne suis Non, pas non, non, défenseur on s'est de pas la mal Russie. compris. On s'est pas mal compris. Dis-moi, est-ce que la Russie est un pays qui a une longue tradition de traîtrise, oui ou non? Je suis monté pour parler de l'Iran. Je ne sais pas vous parler. Tu ne peux pas traiter l'Iran isolément. Quand on traite une question de politique internationale, il faut toujours regarder les données historiques afin de comprendre ce qu'on appelle, afin de comprendre les acteurs par leurs approches cognitives, c'est-à-dire comment est-ce que l'acteur raisonne. Quelles sont les constantes dans la politique étrangère de l'acteur? Si je connais les variables qui sont constantes dans la politique étrangère de l'acteur, tu peux faire de la prospective ou tu peux comprendre le présent. Est-ce que dans le passé, les Russes ont agi avec traîtrise, oui ou non? S'ils ont agi avec traîtrise dans le passé, il y a de fortes chances qu'ils soient en train de faire la même chose dans le cas de l'Iran. C'est Qu'est-ce ça que vous l'origine. appelez traîtrise? Qu'est-ce que vous appelez traîtrise? Par exemple, c'est lâcher Bachar. Comme ils l'ont lâché, ça c'est de la traîtrise. La traîtrise, c'est laisser par exemple que dans les années 80, on frappe le palais de Kadhafi, alors qu'ils étaient censés protéger le ciel libyen. La traîtrise, c'est laisser qu'un pays où on a une base militaire comme l'Arménie se fasse amputer une partie de son territoire et qu'on ne bouge pas le petit doigt. C'est ça la traîtrise. Tu peux continuer avec plein d'exemples concernant la traîtrise des Russes dans le monde. La traîtrise, c'est de donner les plans de défense anti-aérien de son allié stratégique parce qu'on veut comprendre comment fonctionnent les drones israéliens dans le cadre de la guerre contre la Géorgie en 2008. C'est ça la traîtrise. Je peux continuer avec des cas comme cela. On ne peut pas comprendre un fait en relations internationales ou en sciences politiques sans tenir compte du passé. Donc, ne viens pas nous dire, tu veux parler de l'Iran, comme si l'Iran, c'est un phénomène qui sort de masse, comme si c'est quelque chose de spontané. Ce n'est pas spontané, ça s'inscrit dans une logique qui elle-même est ancrée dans le temps long. Les pays ont une politique étrangère et cette politique étrangère répond très souvent à des logiques qui ne changent pas. La Russie n'est pas réputée pour faire face à Israël. Même dans le cas des opérations en Syrie, la Russie a laissé Israël faire tout ce qu'il voulait faire contre Bachar. Et c'est comme ça qu'on analyse un fait en relations internationales ou en politique internationale. Donc, ne viens pas nous dire, oui, on va juste parler de la Syrie. On ne parle pas juste de la Syrie, on parle de comment est-ce que la Russie réagit souvent. Lorsqu'un pays est confronté à Israël, comment est-ce que la Russie réagit souvent lorsque son partenaire est confronté à un acteur majeur sur la scène internationale et se retrouve en conflit? C'est ça l'analyse. Ne viens pas nous dire, on parle. Oui, on n'est pas dans la boîte noire, ce qu'on appelle la black box. On ne sait pas ce que l'ayatollah a dit à Poutine au téléphone, on ne sait pas, mais au moins on connaît les faits historiques. Sur la base de ces faits historiques-là, on peut mener une analyse interprétative sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est de la spéculation, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas de la spéculation. Même les sciences interprétativistes ont de la méthode. Et là, je te parle de méthode.
Lorsqu'on fait Les, une interprétation, les écoute-moi, cas que vous avez cités dans l'histoire. quand on fait de la méthode, même dans les sciences sociales, ce n'est pas de la pure spéculation, ça répond également Mais à une monsieur logique Deschamps, rationnelle. vous seul vous parlez. Je ne comprends pas. Il faut déjà que tu fasses preuve de bonne foi et que tu acceptes les bases qui sont posées, qui veulent qu'on n'analyse pas un fait sans tenir compte Mais ce que vous avez dit sur l'Iran, moi je vous ai dit, je suis monté. Ok, si tu veux insister, je vais te faire descendre. Si tu veux insister dans ta logique, tu vas descendre. J'avais pas fini, je vais continuer sur la Chine. Vous avez parlé du pétrole. Ça aussi, je suis pas d'accord. Oui. Vous avez dit, d'une certaine manière, les Chinois sont contents de la situation qui se passe actuellement. Ils t'ont dit qu'ils sont fâchés? Qui se passe actuellement en Iran. Ils t'ont dit qu'ils étaient fâchés? Non, justement, laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. J'ai même pas fini. J'en reviens là. En 2023, les importations chinoises de pétrole iranien ont constitué 10% du total d'importations brutes de la Chine. Donc, la plus grande partie du pétrole iranien est importée par les Chinois. Je pense que c'est 90%, un truc comme ça. Donc, le fait est que les Iraniens, vu qu'ils sont sanctionnés, ils ont besoin d'écouler leurs matières premières, en l'occurrence le pétrole. Donc, ils ont besoin d'un marché. Et les Chinois sont un très bon marché. Les Chinois aussi payent le pétrole à moyen coût par rapport à la norme. Donc, c'est gagnant-gagnant, kiff-kiff. Donc, quand vous vous dites que les Chinois sont contents de ce qui se passe actuellement en Iran, je ne pense pas que les États-Unis vont venir enlever l'ayatollah, mettre un gars qui est pro-US, ça va arranger les Chinois. Je ne pense pas qu'ils sont contents à l'heure là. Je te pose une question. Est-ce que les États-Unis n'achètent pas le pétrole auprès de l'Arabie Saoudite? Est-ce que les Chinois n'achètent pas du pétrole auprès de l'Arabie Saoudite? Réponds-moi. Oui, oui. Ils en achètent, n'est-ce pas? Attendez, moi j'ai parlé. Pourquoi vous ne répondez pas? Non, réponds-moi. Est-ce qu'ils achètent du pétrole auprès des partenaires américains? Pourquoi vous ne répondez pas à mes arguments? Vous me posez des questions. Oui, parce qu'il faut que tu répondes aux questions. Tu vas comprendre tout dans ta logique. Est-ce que les Chinois n'achètent pas du pétrole auprès des partenaires occidentaux? On analyse ce que j'ai dit. Si ce que j'ai dit, on fact-check ça. Si c'est faux, vous me dites c'est faux. Si c'est vrai, vous dites, bon, voilà, sur ce côté, vous avez dit. Ce n'est pas ce que tu dis qui est faux ou qui est vrai, mais c'est l'interprétation que tu en fais. La première chose qu'il faut retenir, c'est que dans les logiques commerciales, les États-Unis peuvent, la Chine peut commercer avec tout le monde. C'est la première chose qu'il faut savoir. La Chine échange énormément avec les États-Unis, pourtant, ils sont des concurrents. La Chine pratique ce qu'on appelle du pacifisme commercial en relations internationales. Donc, la Chine a besoin de paix pour mieux commercer. Elle a besoin de paix pour mieux commercer. Donc, elle échange avec tout le monde, y compris les États-Unis, y compris la Russie. J'ai parlé du détroit d'Ormuz. Tant qu'il y a les Houthis, tant qu'il y a le régime chiite, le détroit d'Ormuz sera une zone conflictogène. Et ce détroit, c'est l'endroit où passe le gaz naturel liquéfié qui va en direction de la Chine. En cas de conflit majeur dans ce détroit, ce qui se passe, c'est qu'il est fermé. Et s'il est fermé, la Chine se retrouve privée de ses sources énergétiques. Elle se retrouve coupée. Ça, c'est la première chose. Il y a deux hypothèses. Soit la Chine laisse faire, comme elle est en train de laisser faire, on dégage l'ayatollah, on met quelqu'un qui sera en paix avec ses voisins, et le détroit reste ouvert tout le temps parce que voilà, les Américains, même s'ils mettent un président, comme tu sembles le dire, ce président va passer les 20 beaux matins et fermer le détroit pour punir les Chinois et le reste du monde. Et punir les monarchies du Golfe qui ont également besoin de faire passer leur pétrole. Non. Il ne va pas le faire. Donc, la Chine a besoin de paix à cet endroit et c'est ça mon postulat. C'est la raison pour laquelle, même de façon pacifique, même sans le dire, ça l'arrangerait peut-être que les mollahs s'en aillent et que cette zone soit pacifiée. Parce qu'elle dépend du détroit d'Ormuz pour faire acheminer ses hydrocarbures.
le gaz naturel liquéfié et puis le pétrole. Quel que soit le régime qui sera en Iran, les Chinois viendront renégocier avec ce régime-là et achèteront le pétrole en Iran. Le pétrole qui va vers la Chine n'ira pas. Ils ne vont pas arrêter de vendre ce pétrole à la Chine, non. Ils vont continuer à le vendre. C'est la loi du marché. Donc, il y a quelque chose qui cloche dans ton raisonnement. Tu penses que si un autre président vient et qui n'est pas chiite et qui n'est pas islamiste, il ne vendra plus du pétrole, il vendra du pétrole à la Chine. Qu'est-ce que Al-Shara il a fait en Syrie quand il arrive au pouvoir? On a dit oui, il a été aidé par tel, mais il fait des choses qui ne répondent pas à la logique à laquelle vous attendiez. Donc, j'espère que c'est clair. Quand tu demandes pourquoi je ne réponds pas, j'ai répondu à ton raisonnement. Et il faut retenir que pour faire du business, la Chine a besoin de business, il faut la paix. On appelle ça le pacifisme commercial. Il faut la paix. Les Chinois ont besoin de paix. Si le fait de débarquer l'ayatollah peut pacifier cette zone-là et le détroit d'Ormuz, les Chinois sont tranquilles. Ils ont plus de risques à avoir le détroit bloqué que d'avoir un chef d'État pro-américain en Iran. Voilà mon raisonnement. Je peux parler? Si c'est pour faire de la mauvaise foi, je vais te faire descendre. Tu peux parler. Comment ça, la mauvaise foi? Bon, vous avez dit beaucoup de choses. Mais moi, fondamentalement, je ne suis pas encore d'accord. Ce que je dis, le pétrole iranien... Je ne sais pas que tu sois d'accord. Oui, tu disais que le pétrole iranien, qu'est-ce qu'il a fait? Le pétrole iranien, l'Iran est sous sanction. On va suivre la logique, comme vous aimez dire. Si il y a regime change, comme on dit en anglais, il y a un changement de régime en Iran, et les Américains mettent un gouvernement pro-occidental, vous croyez que les Iraniens vont continuer à vendre le pétrole au prix qu'ils vendent aujourd'hui aux Chinois? Ils seront plus sous sanction. Donc, logiquement, le prix sera peut-être au prix du marché. Donc, logiquement, ça ne va pas plaire aux Chinois. Et qu'est-ce que ça change? En fait. Et qu'est-ce que ça change? La Chine achète bien le pétrole au prix du marché auprès des autres partenaires. Non, actuellement, la Chine n'achète pas au prix du marché. C'est bien plus bas oui, que les Iraniens sont auprès des autres partenaires. Les autres partenaires sont la Russie, l'Arabie Saoudite. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, si elle achète au prix du marché auprès de la Russie, auprès de l'Arabie Saoudite, auprès de l'Irak, elle peut acheter au prix du marché auprès de l'Iran, auprès du nouveau... Je n'ai pas dit elle ne peut pas. Je dis juste que quand tu profites de quelqu'un qui a des difficultés, lui aussi il a besoin de toi, toi aussi tu as besoin de lui. Donc c'est kiff-kiff. Je ne pense pas que d'une certaine manière même, ça coûte moins cher aussi. Ça réduit les dépenses pour les Chinois au niveau du paiement du pétrole. C'est de ça que je parle. Ça commence à être fatigant. Entre la paix du détroit dans le détroit d'Ormuz. Et voilà. Je voulais en venir entre la paix là-bas, dans ce détroit d'Ormuz. Oui, je voulais en venir. J'allais vous répondre là-bas aussi. Et le pétrole à bas prix, un acteur rationnel, comme les Chinois sont rationnels, va choisir la pacification du détroit. Même s'il fait des molles protestations pour vous dire non, je ne suis pas d'accord et tout. À la fin de la journée, il plie de petits doigts, il se dit si on peut me les dégager et que ce détroit est pacifié, ça m'arrange. Voilà mon propos. Quand que j'ai dit les éléments sur la balance, la pacification. Oui, attendez. D'abord, on va analyser ce que j'ai dit là. Ce que j'ai dit premièrement au niveau du prix du pétrole, c'est logique ou pas? C'est vrai. Ah bon, ok. Maintenant, on va partir au niveau des outils. Déjà, il faut savoir qu'en avril 2025, le gouvernement américain, ils ont publiquement accusé une entreprise chinoise du secteur spatial. Je pense que le nom c'est Changguang Satellite Technology, d'avoir fourni une assistance aux rebelles Houthis. Selon le département américain, cette société a fourni des images satellites, c'est-à-dire du renseignement, pour aider les Houthis à cibler les navires en mer Rouge. Donc, quand vous parlez de pacifier, de quoi, ça veut dire quoi alors? C'est contradictoire ce que vous dites. Les faits ne corroborent pas avec ce que vous dites. Si vous ne me croyez pas, on peut fact-check ça. Ok. Donc, concrètement, d'après ton raisonnement, les Chinois qui ont besoin que le détroit d'Ormuz
soit pacifié pour que le gaz et tout ce qu'il va continuer à circuler, vont venir fournir de l'aide aux Houthis pour foutre le bordel au niveau de ce même détroit, au risque de se retrouver eux-mêmes dans la merde, parce que plus de 70% de leurs besoins énergétiques passent par là. Et ils savent bien que si le détroit est fermé par cause d'une crise, la Chine est asphyxiée sur le plan énergétique. Donc, ta logique, c'est que oui, les Chinois, ils sont là, ils ont besoin du détroit, ils en ont vraiment besoin, mais en même temps, ils partent armer quelques fous pour que ces fous-là attaquent les navires, enveniment la situation et que le détroit se bloque. Je n'ai pas lu ton article, mais j'ai des énormes doutes. Soit le renseignement s'est retrouvé auprès des Houthis par des voies détournées. Les Américains ont voulu capitaliser dessus pour accabler la Chine dans le cadre de la guerre qui les confronte à la Chine. Soit une entreprise a dû faire ça d'elle-même, pas sous l'ordre du Parti communiste chinois. Parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Chine. La rationalité ne veut pas que la Chine aille financer des groupes terroristes au niveau du détroit d'Ormuz. Je le répète. Donc, ne viens pas me dire, oui, les Américains disent ceci. Non. La rationalité veut que la Chine essaie de tout faire pour que ces détroits soient pacifiés. Et ceux qui sèment le trouble là-bas, c'est l'Iran. Je n'ai pas dit qu'ils sont problématiques, que c'est eux le problème, c'est les coupables. Mais je dis, ils sèment le trouble, ils sont problématiques, ils sont en compétition avec les autres. Si tu changes ce régime, tu auras un régime qui aura l'assentiment des autres et d'une façon ou d'une autre, on aura de la paix. Et ça va arranger tout le monde, que ce soit les Chinois, que ce soit les Occidentaux. Je ne sais pas par quelle magie tu vas me prouver que les Chinois veulent que le détroit soit fait à 100. C'est impossible. Vous savez, au final, je pense que vous êtes de mauvaise foi. Déjà, ce que j'ai dit, quand j'ai parlé, vous avez fait passer ce que j'ai dit comme c'était une invention que j'ai fait sortir de ma tête. Je n'ai pas dit que c'était une invention, j'ai dit que vous avez... Oui, vous avez dit c'est ma logique. Apparemment, c'est un raisonnement que j'ai tenu juste comme ça. Voilà, j'ai enlevé ça de ma tête juste comme ça. C'est une information, vous pouvez vérifier, vous pouvez fact-check ça, comme j'ai dit. Le gouvernement américain, ils ont accusé une entreprise chinoise d'avoir fourni du renseignement aux outils. J'ai pas besoin de vérifier l'information. Je répète ceci. Il y a plusieurs modalités qui peuvent conduire à ce que une information d'une entreprise chinoise se retrouve entre les mains des outils, même pas des voies détournées. C'est possible. Et les Américains, dans un but politique, peuvent détourner l'information, peuvent capitaliser dessus, peuvent décider d'accabler la Chine à cause de cette action-là. Mais il n'est pas dans l'intérêt, je répète, du Parti communiste chinois que l'endroit par lequel passent plus de 70% de ces hydrocarbures, de ces ressources énergétiques, soit sous le feu, soit une zone de conflit. C'est ce que je suis en train de dire. Et il faut que ce soit clair pour tout le monde. Je vais vous poser une question. Vous pensez que tous les navires qui passent là-bas, il n'y a pas un tri parmi les navires là? Vous pensez que c'est tous les navires qui passent, on les bombarde? Sport Plus, je suis fatigué de ce débat avec toi. Je pense que tu vas aller dormir. Tu vas aller dormir. La seule chose que tu dois retenir, c'est que la Chine n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un conflit dans cette zone, parce qu'un conflit peut déboucher sur la fermeture de ce détroit. Donc, merci d'être passé. On peut pas tourner en rond tout le temps. On peut pas continuer à... J'ai pas besoin de fact-check. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas dit que ce que tu as dit était faux. Non, pas besoin de vérifier. Mais l'interprétation que tu vas en faire n'est pas juste. On te demande d'être tout simplement rationnel. Les Chinois sont des acteurs rationnels. Tu leur dis achète du pétrole à bas prix au coût le risque de faire fermer le détroit. Les Chinois vont... ils ne voudront jamais que le détroit soit fermé parce que ça signifierait l'asphyxie. Ils veulent la paix à cet endroit. Autant ça peut les arranger si le régime des Bola reste parce que voilà, le pétrole quand même, ils continuent à le prendre au prix de rien.
autant ça ne les embêterait totalement pas si le régime des Mollahs se fait dégommer. C'est ce qui explique leur inertie. C'est quoi la rationalité? Quand on parle de rationalité, ben, la rationalité voudrait qu'un acteur mette devant lui toutes les options qui se présentent, toutes les possibilités qui se présentent, et puis qu'il les évalue. Et en fonction de l'évaluation, il prend les options qui lui permettent d'amasser le plus de gains possible et de minimiser ses pertes. C'est tout simplement ça la rationalité. Et les Chinois sont des acteurs rationnels. Donc, tu ne vas pas venir me dire que les Chinois vont courir le risque de protéger le régime des Mollahs tout simplement pour continuer à acheter quelques barils de pétrole moins chers, au risque de se retrouver dans une situation qui va bloquer le détroit d'Ormuz et qui va asphyxier le pays sur le plan énergétique. Tu sais, la politique étrangère, c'est une politique publique. Et une politique publique, c'est l'ensemble de ce qu'un État décide de faire ou de ne pas faire. Le fait que la Chine décide de ne pas intervenir, c'est également une politique, c'est également une position. Et cette position peut montrer que, dans le fond, la Chine, elle gagne quelque chose en ne faisant rien. Donc, vous n'allez pas nous demander de justifier des choses qui sont injustifiables. C'est fou, j'ai l'impression que tu as bloqué notre ami. Donc, dans le fond, pour revenir, ce que je disais, c'est quoi? C'est que même si les États-Unis, si la France aujourd'hui se retrouve en porte-à-faux avec les pays de l'Est, c'est-à-dire un problème réel, genre une crise militaire et tout, vous pensez sincèrement que les Russes vont venir combattre les Français? Ils ne le feront pas. Pourquoi? Les Russes sont des acteurs rationnels. Regardez le volume d'échanges commerciaux entre la France et la Russie. Regardez ce que représentent les entreprises françaises en Russie. Et vous allez comprendre que les Russes ne courront jamais le risque de venir affronter les Français, de se retrouver dans une crise politique, économique majeure avec la France parce qu'ils essaient de protéger les gars du Sahel. C'est impossible. Ils ne le feront pas. Ils vont regarder ce que les entreprises françaises leur rapportent, ce que la France leur rapporte en termes d'échange commercial. Ils vont maintenant évaluer avec ce que vous leur rapportez. Dans les relations internationales, les données commerciales importent, les chiffres importent. On ne décide pas de se mettre dans un conflit bêtement. On raisonne, on réfléchit. Vos histoires de dignité, d'amitié, c'est des émotions, c'est des sentiments, ça ne sert absolument à rien. Les relations internationales sont un monde froid. Et très souvent, c'est un monde où tout le monde lutte contre tout le monde, mais pour la préservation de ses propres intérêts. Donc, ne pensez pas que les Russes vont se lever un jour, ils vont décider de se battre contre les Français, ils vont risquer ils vont courir le risque de se faire prendre des bombes atomiques à Saint-Pétersbourg parce qu'ils veulent défendre Assimi Goïta, ils veulent défendre Tiani ou Traoré. Non, c'est impossible. Ça ne répond à aucune logique sur le plan stratégique, ça ne répond à aucune logique sur le plan rationnel. Il faut à un moment donné qu'on arrête avec le militantisme idéologique et qu'on regarde les réalités en face. Même les Européens ont été confrontés à cette situation-là. Il y a ce qu'ils ont appelé le découplage. Et les Européens se posaient la question de savoir si jamais il y a une attaque nucléaire russe soviétique sur le sol européen, est-ce que les États-Unis vont venir intervenir? Est-ce que les États-Unis vont courir le risque de faire frapper Boston parce qu'ils essaient de sauver Strasbourg? Et la question est tout à fait légitime. Si les Européens puissent se poser cette question, à plus forte raison, les pays africains qui sont là à croire qu'ils peuvent, dans une certaine mesure, avoir une aide russe pour confronter les Français. C'est impossible. Personne ne va affronter une puissance nucléaire pour vous aider. Donc, vous êtes tout simplement utilisé dans le cadre de la guerre hybride que les Russes mènent aux Français. Et vous n'êtes utile que pour la guerre hybride. Vous n'êtes utile que pour la partie injure, intrigue, attaque verbale. Ce n'est que pour ça que vous êtes utile. Une fois que vous aurez fini de faire ce job, par les Russes, ils vont vous lâcher. Ils vont vous lâcher, tout simplement. Donc, l'image illustre parfaitement ce qui se passe. Donc,
Poutine sait ce qu'il fait, il sait qu'il vous utilise, et puis le moment venu, il va vous lâcher. Donc, s'il y a des personnes qui restent convaincues que Poutine va se battre pour défendre les Africains, il va confronter Macron, il va se battre contre les Français, que la personne vienne nous le démontrer. Sur la base de quoi? C'est quoi le volume d'échange entre la Russie et vous? Vous imaginez ce que la Russie paie? Par contre, si les Occidentaux vous attaquent et vous détruisent, Poutine peut négocier avec les Occidentaux pour avoir les marchés de reconstruction. Par exemple, Poutine peut négocier les marchés je sais pas, d'extraction minière avec le prochain régime. Ça se fait. On a vu les Russes combattre les rebelles syriens, mais quand les rebelles ont pris le pouvoir, les Russes sont venus négocier avec les mêmes rebelles. Et souvent, il y a ce manque d'éthique avec ces puissances. Et les Russes manquent cruellement d'éthique. Ils n'ont pas de principe. Donc, ne restez pas là à croire que oui, ils vont vous défendre parce que non, vous n'êtes pas leurs alliés. Vous n'êtes que des faits valoir. Les véritables personnes qui comptent pour eux sont ceux avec qui ils ont un fort volume d'échange sur le plan commercial. Les véritables personnes qui comptent pour eux, ce sont ceux qui peuvent leur apporter de la plus-value sur le plan technologique. Les Français leur livrent ont longtemps livré des systèmes d'armement pour les chars russes, pour les avions russes. Les Russes ont besoin de ça cruellement. Donc, vous pensez que si la France peut rétablir les livraisons de ces pièces à haute valeur ajoutée aux Russes, les Russes vont préférer vos pauvres pays à la France? Jamais, c'est impossible. Les Russes ont besoin des pièces françaises, de la technologie française. Ils n'ont pas besoin de vous. Vous ne leur servez absolument à rien si ce n'est pour faire le chantage aux Occidentaux. Donc, dans le fond, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas entendre ça, mais c'est la triste réalité. À un moment donné, il faut qu'on se rende à l'évidence et qu'on sorte des considérations à caractère idéologique et militantiste pour embrasser la dure réalité de la scène internationale. C'est une scène faite d'intérêt et de rationalité. On va par exemple interroger le volume d'échanges commerciaux entre Israël et la Russie, ou bien le type de produits que Israël fournit à la Russie. Vous allez voir que c'est important, que c'est intéressant. Il faut toujours interroger ce genre de choses pour comprendre pourquoi est-ce qu'un acteur va se positionner du côté de quelqu'un et pas du côté de l'autre. On ne va pas juste dire non, on est partenaires, on s'aime bien et tout. Non, ça n'a pas de sens. Donc, où sont nos amis panafricanistes? On dit quoi, le professeur? Ça va. Ouais, ces gens-là, je sais pas, ils vivent dans un film d'action. Excuse pour ma voix. C'est-à-dire, si même Total, je crois que Total continue à faire des échanges avec la Russie, non? Oui. Ouais. Monsieur Pouyanné a dit pas question d'arrêter les relations avec la Russie. Donc, si la France, malgré toutes les sanctions, malgré toutes les livraisons d'armes à l'Ukraine, continue d'avoir des échanges, j'imagine. C'est-à-dire, vous connaissez même pas le budget, le nombre
en termes de le poids des échanges qui continuent à avoir entre les deux pays. C'est-à-dire, on a tous nos pays ensemble. Je crois pas que ça atteigne peut-être le 10e, les échanges qu'ils continuent à avoir, malgré qu'ils sont en guerre. Et vous arrivez à croire qu'ils vont intervenir pour vous. Non, mais c'est incroyable, ces gens. On a tous vu ce qui s'est passé en Syrie. Et toi-même, tu viens de nous apprendre qu'ils ont renoué les contacts avec le nouveau boss de la Syrie, qui sont les terreaux, qui étaient des terreaux. Donc, je sais pas nos frères, là, ils vivent dans quel film, quoi. Ouais, c'est clair que ils sont dans un rêve et ils sont en train de méditer. Ils refusent de regarder les réalités en face. Les réalités sont cruelles. Les Russes ne vont jamais être confrontés aux Américains ou aux Français parce qu'ils veulent protéger un putschiste. Mais franchement, mais même là, depuis, il est en train de sucer Ibrahim, là. Depuis, il fait le caniche de Ibrahim. Aller manger des gâteaux n'importe comment là-bas. Mais voilà le JNIM qui est en train de les taper. Tous les jours, le JNIM les tape. Pour moi, même les Russes interviennent plus au Mali même qu'au Burkina. Je vois pas les Russes intervenir au Burkina. Putain, il est toujours en train de faire la gorge profonde à Ibrahim. Pardon, à tonton Vlad. Est-ce que toi, est-ce que les Russes les protègent au Burkina? À part Ibrahim Traoré? À part lui-même, sa personne? Est-ce que les Russes, vraiment, c'est-à-dire, vont sur le terrain faire des missions un peu comme l'armée française? Je ne crois pas. Non, non, non. Non, du tout. Il y a une dame qui était là, burkinabé. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Non, j'étais pas là. Ah, d'accord. Elle est ivoiro-burkinabé. Elle dit que même pour aller enterrer des corps des soldats burkinabés, souvent c'est leurs femmes qui vont les chercher. Tellement qu'Ibrahim s'en fout. Il se préoccupe que de son image à l'international. Ouais. Oh, Non, mais il y a absolument rien à faire avec ces personnes qui s'égarent sur le plan à la fois de la politique interne et de la politique internationale. Ils comptent sur les personnes qui ne les calculent pas. Ils sont instrumentalisés et puis s'en rendront compte peut-être très tard. Franchement, les gens ont mieux. Comment vous pensez que quelqu'un va abandonner son partenaire qui lui fournit de la technologie pour venir protéger quelqu'un qui ne lui sert pas à grand-chose? Tu vas prendre le cas de l'Iran. Les Russes, ils ont eu ce qu'ils voulaient des Iraniens. Ils ont pris des drones Shahed, ils ont réussi à faire des copies. Ils ont les drones déjà pratiquement qu'ils ont copiés. Ils ont des versions russes du Shahed. Donc ça va. Tu crois qu'ils veulent quoi encore des Iraniens? D'ailleurs, tu vas se faire dégommer s'ils veulent. Pardon, j'ai pas bien compris. T'as dit quoi? Je parle des drones Shahed. Les Russes, ils ont réussi, ils avaient un retard technologique sur les drones. Ils avaient réussi à faire des copies des drones Shahed, qui étaient des drones russes, des drones iraniens. Donc, Un peu de l'espionnage, en fait. non, quand les Iraniens leur ont fourni les drones Shahed alors qu'ils étaient dans la nuit en Ukraine, ils ont fait des copies. Ah oui. Oui, oui, donc c'est tout ce qui leur manquait. Ils avaient du retard technologique sur le plan des drones. Les Russes avaient un gros retard. Donc, je vois. C'est-à-dire, même les Russes, même, ils sont pas, technologiquement parlant, ils sont pas si évolués que ça. Parce Ils que ont, ça ils se ont du voit. retard. Ils ont du retard. L'Ukraine a juste eu un regain de matériel technologique et puis ça y est. Oui. La copie, c'est le drone, c'est le drone Gérant 2. Gérant 2, c'est les drones russes inspirés du Shahed. Ouais, ils se piquent un peu les technologies là entre eux. Les meilleurs, c'est les Chinois.
Donc, les Russes ils n'avaient pas de drone en réalité. Ils n'avaient pas de véritable drone au début de la guerre. Et puis, quand les Iraniens leur ont fourni les Shahed, qui sont des drones kamikazes, ils ont produit des copies de Ah, ces drones-là. Ils ont monté des usines. Ils ont commencé à produire des copies. mais 100 000 personnes, vous pouvez même pas envahir le terrain. Ça fait combien de temps ils sont en Ukraine? Ils ont amassé 100 000 personnes, tu te rends compte? Tout le chat là se sont fait, regarde un peu la raclée qui se sont pris à l'approche de Kiev. Tu te rappelles? Oui, oui, oui. C'est une honte. Moi, le mythe de la Russie a été brisé, hein. Les Russes, ils ont pas mal de choses. Et Mais finalement, ce qui est sûr, est-ce que c'est ça n'arrange pas même toute la planète, même de les voir terminer leur matériel militaire? Il leur reste que les têtes nucléaires pour montrer les muscles, c'est tout. Parce qu'il y a une partie de leur armée qui sera décimée, qui va pas s'en remettre après ça. bah, ils ont S'ils des s'entêtent à vouloir continuer, c'est eux qui ont plus à perdre. Parce qu'actuellement, là, hey, les Américains ont donné assez de matériel technologique aux Ukrainiens. Ils sauront comment faire, se tirer d'affaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique et la façon dont les Africains sont laissés entraîner dans toute cette histoire. Ils Ouais. pensent que Et le pire, c'est que, regarde, Poutine même l'a dit. Quand Macron était allé, après, je crois, la deuxième fois, à l'épisode de la table de 6 mètres, il lui a dit clairement, en souriant, que toi, t'inquiète pas, je vais te casser les pieds en Afrique. Pour te faire du mal, t'inquiète, j'ai juste à te chasser de l'Afrique et puis c'est tout. Bon, en vrai, ça va pas faire grand mal à la France, hein. Parce que, hey, tu prends toutes les relations économiques de toute l'Afrique, peut-être avec le Brésil même, ou je sais pas, bon, avec la Russie ou un autre pays, ou avec le Japon, ça dépasse. Mais, et le pire, c'est que on a suivi en direct, en live, le mec, il lui a dit que pour lui casser les pieds, il va le chasser de la France. Des conflits qui ne nous intéressent pas. Nous, on s'en, oh là 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 là. Oh là là là. Non, mais les Africains, vraiment. Si ces gens-là étaient au Soudan, ça allait tellement me plaire. C'est-à-dire, ils étaient entre le Soudan et le Tchad. Ça allait tellement me faire plaisir. Ah, mais vraiment, je te jure, actuellement, ils sont au Soudan ou au Tchad. Qu'est-ce que nous, on a à foutre? Actuellement, voilà les gens qui sont en train de se manger au Soudan là-bas. Ça n'émeut personne. Tu vois la communauté internationale à côté. Quand ils vont se décider, ils vont finir, ils vont avoir un peu pitié de leurs citoyens. Ils vont arrêter. Est-ce que ça intéresse même, tu vois que ça intéresse le monde? ouais, c'est une guerre qui est un peu oubliée. C'est une guerre qui est oubliée. Pourtant, c'est près de 250 000 morts. Ouais. Ils sont là, je crois, près, si je me trompe pas, ils sont déjà près de 250 000 morts. Et les Russes sont impliqués. Bon, je vais pas rester longtemps. Je crois que je vais descendre du Même live. moi, je suis pour monté aller pour ne pas dormir. te laisser seul, hein, parce que je voyais que tu étais seul, en vrai, c'est tout. Je vais aller dormir. D'accord. Vas-y. J'ai également dort. Non, je suis en train de faire à manger. Ouais, Serge, je pense qu'il dort. De Ouais, toute façon, ça allait comme d'habitude jusqu'à ce que le live se coupe. ok. Bon, vas-y. Au revoir.